Et bonjour tout le monde. Salut tout le monde. Bonjour. Je pense que je peux dire au nom de tout le monde qu'on est ravis de vous retrouver pour la deuxième saison de d'Office. On est super heureux de pouvoir continuer cette petite aventure qu'on avait déjà lancée. Tellement hâte de vous retrouver. On avait déjà lancé l'année dernière. Pour ceux qui, par exemple, seraient pour la première fois sur ce live, d'Office, c'est une émission d'actualité qui a lieu tous les 15 jours, le jeudi soir, à cette même heure, 19h plus ou moins, vous verrez. 19h, ça c'est dans le contrat, mais après ouais, voilà, c'est l'heure d'Office, quoi. Et à chaque émission, on vous présentera un invité pour parler d'un sujet d'actualité chaude, et on vous présentera cette année 4 chroniques. On a décidé de réduire un petit peu pour donner plus de temps et de qualité aussi à l'information. Merci à vous d'être là, ça nous fait super plaisir de vous voir dans le chat. Salut François, salut Baptiste, salut Sylvie, merci d'être parmi nous. Les noms, ça nous fait super chaud. Salut Vincent. Les habitués là. Incroyable. Bah oui. Si jamais l'émission vous intéresse, vous plaît, etc., n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, on ne le répétera jamais assez. Maxence, que vous ne voyez pas, qui est derrière, merci Maxence de gérer la régie. Merci, oui. Fidèle à son poste. Si tu peux balancer bien du Linktree. Hello Loulou, hello Vincent. Et si jamais vous ne voulez pas rater nos émissions, n'hésitez pas à nous suivre, à suivre notre chaîne Twitch. Et si jamais ça vous plaît, lâchez un petit sub. C'est pas obligatoire, mais bon, évidemment. Non, évidemment. Mais ça fait toujours plaisir. Et notre Instagram, Twitter, Facebook classique. Cette année, vous allez le voir, on vous a préparé quelques nouveautés qui auront lieu déjà pendant cette émission. Et je vais vous présenter les sujets avant de commencer. On aura Naed, que vous ne voyez pas, qui est derrière, mais qui viendra juste après nous parler des élections en Argentine. Notre invité aujourd'hui, ce sera Julien Giry, pour nous parler de la désinformation dans ce contexte de crise qu'on vit actuellement. Alors ça, c'est un peu exceptionnel, il n'y aura pas une, mais 2 personnes sur un sujet, que sont Aline et Abdou, qu'on vous présentera tout à l'heure pour nous parler de l'affaire Norman Tavo. Il y a Jonas qui nous a préparé, comme à son habitude, un sujet léger. Il va essayer de nous recontextualiser le conflit israélo-palestinien pour qu'on comprenne un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui, mais on n'abordera pas la guerre actuelle. Et on va tout de suite commencer avec Augustin, qui va nous parler d'une enquête qui a eu lieu, enfin qui est sortie en tout cas dans les médias il y a 15 jours, je pense bien. Et s'il n'y avait pas eu le conflit, l'embrasement du conflit entre Israël et Palestine, ça aurait sûrement duré un peu plus dans l'actualité. Donc Augustin, tu vas nous parler des Predator Files. C'est ça. Moi, pour vous placer un tout petit peu de contexte, c'était pas sûr que je sois là cette année, et ça me fait extrêmement plaisir d'être là. Nous aussi. Et pour la première de la saison, je voulais un truc hyper sexy. Donc au début, je m'étais dit, je vais couvrir une élection en Amérique du Sud avec des enjeux, avec la montée de l'extrême droite, des enjeux économiques importants. Moi, je me suis dit non. C'est pas suffisamment sexy pour une reprise de d'Office. Il avait même prévu de faire un tango argentin devant vous, etc. Franchement, exactement. On est un peu déçus. Mais du coup, c'était pas assez sexy pour mon retour. Du coup, j'ai trouvé le truc encore plus sexy que des élections qui impliquent l'extrême droite. C'est de l'espionnage. Puisque les Predator Files, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un logiciel espion qui peut avoir accès à toutes les données de votre smartphone. Non seulement il peut avoir accès à toutes les données, mais il peut même se transformer en mouchard en prenant possession du micro et de la caméra de votre smartphone. C'est l'histoire d'une enquête sur 1 an de 15 médias européens regroupés dans l'EIC, le European Investigative Collaboration, donc avec en tête de liste Mediapart et Der Spiegel et une collaboration du soir. C'est aussi l'histoire d'une entreprise et de sa filiale, l'entreprise Intelexa, créée par un ancien membre de l'armée israélienne, Thial Dilian, basé en Europe, et sa filiale française Nexa, qui sont à l'origine de vente de ce logiciel-là à des régimes autoritaires comme le Vietnam, Madagascar ou encore l'Égypte. Pour que vous compreniez à quel point ce logiciel peut faire des dégâts et a fait des dégâts, je vais commencer par vous retracer un peu quelques exemples de ce qui s'est passé et de qui ce logiciel a visé et à pirater les données du téléphone. Et ensuite, on parlera de comment est-ce que c'est possible que des entreprises basées en Europe et en France puissent légalement vendre des logiciels espions, des logiciels limite militaires de surveillance à des régimes autoritaires, et voir un peu quelles sont les
l'état des réglementations à ce sujet-là et les limites de ces réglementations. Et dans le chat, il y a une information qui a vraiment retenu l'attention de tout le monde. Il y a Fralui qui me demande si jamais il sub, est-ce que tu vas faire un tango pour lui? On pourra poster une vidéo de faire un tango. Peut-être pas en live, mais en story, Instagram, c'est ça Facebook. Je suis exactement. pas certaine que le monde d'Internet est prêt pour ça. Je ne sais pas. À voir. Là, je t'en Mais sub n'hésite déjà, pas- François. Et N'hésite pas à le faire et Oui. tu verras si ça suit. On peut rien promettre. c'est ça. On va revenir à nos chers Predator Files. Donc, je vous parlais de Nexa, qui est l'entreprise qui vend ce logiciel qui a vendu ce logiciel à des puissances autoritaires. C'est pas seulement une entreprise française, c'est aussi un gros client des services de renseignement de l'État français. C'est pour ça que ça a fait autant de polémiques en France. Et en plus, il y a des liens assez proches avec l'Élysée. J'aurais pas trop le temps de rentrer dans ce sujet-là précisément, mais il y a dans cette affaire des liens entre Emmanuel Macron, Alexandre Benalla et le numéro 3 à l'époque de la campagne de 2017 d'Emmanuel Macron, le numéro 3 de Nexa, qui s'appelle Renaud Roch. Si vous voulez aller voir là-dessus, il y a plein d'articles qui ont été faits dans les médias qui sont intéressés à ça, Mediapart, Der Spiegel et Le Soir, qui ont publié des trucs à ce sujet-là. Juste pour rappeler, Benalla, il était chargé de la sécurité de l'Élysée. Exactement. Je ne sais plus entre quelle année, mais avant le scandale qui a éclaté autour. C'est ça, autour de ces Je violences. voudrais préciser sur tes sources que dans toutes les rediffs qu'on met sur Oui. YouTube, vous pouvez avoir accès à nos sources pour voir un peu où on a trouvé nos infos, si vous voulez aller plus loin dans les sujets et tout. Donc les articles dont tu parles, ils seront disponibles dans nos rediffs évidemment. C'est sur ça, YouTube. ouais. Donc voilà, il y a plein de sujets. Je vous ai dit, on va couvrir l'angle des réglementations sur cette chronique-là, mais c'est un sujet qui est extrêmement vague, qui touche à énormément de champs différents. N'hésitez pas à aller voir, c'est très intéressant et c'est un peu flippant aussi. Donc je vous disais, Nexa a donc vendu ce logiciel à 3 pays autoritaires, au moins 3 pays autoritaires, l'Égypte, le Vietnam et Madagascar. Je vais commencer par le Vietnam, parce que c'est un truc qui m'a un peu intéressé, et merci. Oh, le sub offert, merci. Merci le sub offert, le chat. Merci Baptiste. Kirby qui bénéficie d'un abonnement gratuit. Donc voilà, donc le Vietnam s'est servi de ce logiciel, qui lui a été vendu par Nexa, pour tenter d'espionner tout un tas de hauts dignitaires européens, d'eurodéputés, etc., notamment la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, et des députés européens, notamment le français Pierre Karleskind, qui présidait un Eurogroupe sur la pêche, exactement, puisque le Vietnam a été en bisbille avec l'Union européenne sur des affaires de réglementation et de contrôle de pêche, et ils voulaient avoir accès à ces informations-là. Et comment ils s'y sont pris, en fait, c'est très intéressant de savoir comment est-ce qu'ils se sont pris, c'est via des commentaires Twitter. Donc il y avait un faux profil qui a été créé, donc le faux profil s'appelait Joseph_Gordon 16, et il balançait un commentaire assez polémique sur sur le compte des hauts dignitaires européens, avec un faux lien qui reprenait le nom d'un média local pour que les principaux concernés aient envie d'aller cliquer sur le lien, et une fois qu'on cliquait sur ce lien, le téléphone était infecté et vous ne pouvez plus rien faire. En fait, on est sur du phishing d'assez haut niveau. C'est ça, en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez du logiciel Pegasus qui avait fait la une l'année dernière, Ouais. aussi créé par une boîte israélienne. En fait, c'est un peu ça. Ça fonctionne sur le même principe. Et donc voilà, le gouvernement vietnamien a tenté d'infiltrer le téléphone de hauts dignitaires européens, Et apparemment a réussi. Pour l'instant, il n'y a pas eu de casse, je crois. Il n'y a pas eu d'informations hyper compromettantes qui ont été dévoilées. Mais il y a des fois où on est sûr que ça a marché et ça a eu des conséquences extrêmement graves. C'est notamment le cas à Madagascar. Donc, Madagascar, je vous rappelle juste un petit point de contexte. Donc, au moment où le truc sort, c'est-à-dire où l'affaire des Predator Files sort, c'est-à-dire il y a 2 semaines. 2 semaines, 2 semaines environ. Ouais. 2 semaines environ. Et donc Madagascar est visé, sachant que là-bas, il y a des élections dans 1 mois. Donc ça va sûrement déstabiliser et jouer dans la campagne politique, puisque le gouvernement de Madagascar
a demandé à Nexa de surveiller les smartphones d'opposants politiques, alors même que le contrat de vente avec Madagascar n'avait pas été finalisé. Donc Nexa a fait quelque chose d'extrêmement illégal en fait, en surveillant des gens sans même avoir un contrat de vente définitif. En surveillant ces gens et en donnant des informations cruciales Ouais, c'est ça. au gouvernement et au régime du président Andry Rajoelina. Et ce qui a conduit, et notamment il y avait une personne qui était un journaliste, dirigeant d'un média qui a été visé spécifiquement au cours d'une démonstration qui se faisait à Madagascar. Ils ont profité de la démonstration pour infiltrer le téléphone de journaliste qui s'appelle Roland Rassamorao, excusez-moi pour la prononciation, et ce journaliste est maintenant en prison. Ça fait des années qu'il est en prison maintenant, potentiellement grâce à l'espionnage de son téléphone. Et on sait pourquoi il a été mis en prison ? C'est quoi la raison retenue contre lui ? Officiellement, en tout cas. Ouais. Officiellement, oui. je me souviens plus de la raison, je crois que je l'avais lu, mais non, je me souviens plus de la raison. Non, bah, c'est pas, on pourra aller voir, on pourra aller voir pour l'info. Et donc, je expliquais déjà brièvement comment cette technologie fonctionnait, c'est-à-dire que on envoie un lien et la personne qui clique sur ce lien a son téléphone affecté. Mais il y a un twist à cette technologie-là, c'est que potentiellement, votre smartphone, les smartphones peuvent être infectés sans aucun clic. Et ça, c'est vraiment la nouveauté par rapport à Pegasus. Dont tu as parlé. Et je pense que tu vas expliquer, mais c'est assez flippant quand même. Oui. Ça fonctionne à la simple vue du lien alors Non. C'est pire que ça. C'est pire que ça. Ça s'appelle la technologie zéro clic. Même si ton téléphone est dans ta poche. C'est ça. D'accord. Je laisse Augustin. C'est ça. En fait, c'est un peu plus technique pour pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'il faut avoir installé ce logiciel sur le réseau. C'est-à-dire qu'il faut quand même l'accord des principaux opérateurs téléphoniques du pays. Et une fois que ce logiciel est installé sur les smartphones, c'est fini. En fait, tu as deux conditions pour que ton téléphone puisse être infecté par cette technologie-là. Donc, comme tu viens de le dire, que les réseaux donnent l'autorisation à ce logiciel d'opérer. Et donc, c'est pour ça que, normalement, dans nos pays démocratiques européens, ça ne devrait pas être possible. Ça, on n'en a pas encore la preuve, mais normalement, voilà. Non, c'est ça. Et ça fonctionne comment ? C'est un van qui se balade. Et si ton portable se situe dans les 500 mètres autour de ce van, il peut, avec toute son installation de logiciels, etc. à l'intérieur, infecter ton téléphone tant que tu te trouves dans ce périmètre-là. Et il existe également une autre technologie qui est encore plus petite et là qui est dans une mallette, mais qui coûte extrêmement plus cher, donc beaucoup moins accessible pour ceux qui voudraient l'utiliser, et un peu moins performante parce qu'elle ne permettrait que d'infecter des Samsung, enfin des Android, et pas des Apple. Alors que le van, non mais alors des iOS. Ouais. Alors que le van peut infecter tout type de téléphone. C'est ça. Et ça, si vous intéresse, on pourra un peu en reparler. On n'est pas des experts en cybersécurité, mais en ayant lu plusieurs choses, il y a quand même quelques moyens de lutter contre ces technologies, notamment iOS et Android tentent d'un peu de combler les brèches en fait. Mais c'est toute la question, c'est savoir est-ce que les développeurs de cette technologie ont de l'avance en tout cas sur iOS et sur Android pour combler les brèches ou non. Et effectivement, donc en fait, il y a les deux conditions là. Donc le fait de la technologie zéro clic est extrêmement létale, mais il faut quand même être sur place. Donc c'est tout de suite plus compliqué. Ça demande des moyens qui sont. C'est ça demande des moyens différents. Il faut avoir l'accord des opérateurs. C'est pour ça que même si pour l'instant on est sûr de rien, on espère quand même que ça ne puisse pas arriver dans nos pays plus démocratiques. Et en fait, le souci, je ne sais pas si tu voulais parler de l'Arabie Saoudite par exemple, mais je sais que dans ce pays-là, là on parle par exemple du téléphone d'un gars, d'un député, d'un journaliste, mais il y a des pays qui pourraient s'en servir, notamment l'Arabie Saoudite a été citée dans cette enquête, à des fins de surveillance de la population massive en fait. Ouais. Mais ça rentre dans la lignée des logiciels qui permettent d'espionner en masse les populations, notamment le logiciel, j'en parle vite fait pour ceux qui connaissent un peu déjà les enquêtes, mais il y avait ça a fait la polémique il y a presque 10 ans maintenant, c'est le logiciel Cerebro développé par Amesis, donc l'ancêtre de Nexa, ce logiciel-là permettait la surveillance Internet massive. Donc en collectant les données reçues sur Internet, ça permettait de surveiller.
Donc en fait, c'est pas la nouveau que ces logiciels existent. On a parlé avec Pegasus qui avait fait la une il n'y a pas longtemps, mais là c'est la technologie zéro-clic qui est vraiment très très inquiétante, et c'est aussi potentiellement la puissance de ces logiciels qui inquiètent en tout cas, qui inquiètent aussi les gens. Et ce qui est aussi assez inquiétant, en tout cas moi c'est une première question, et quand on en a parlé ensemble c'était un truc dont on s'est tout de suite dit, c'est comment c'est possible que ce soit passé en fait. Comment c'est possible, qu'est-ce qui a permis que légalement des entreprises européennes puissent vendre à des puissances étrangères, à des puissances autoritaires, ce genre de logiciel. Parce que je l'ai vite fait évoquer hors live, mais j'aurais plutôt tendance à croire que le RGPD, même s'il a été vendu à des puissances étrangères, comme c'est une entreprise européenne à la base, ça tombait sous le coup du RGPD quand même. En fait, il y a beaucoup de choses qui se regroupent là-dessus, et je vais commencer par vous faire un petit résumé. Effectivement, on verra après les failles qu'il y a. On va très vite comprendre qu'en fait, les réglementations européennes sont assez insuffisantes. En tout cas, les ONG, les experts et certains laboratoires de cybersécurité les trouvent largement insuffisantes. Et en tout cas, pour le contrôle de vente, en tout cas. Donc, juste pour faire un petit rappel, depuis 2013, ces logiciels-là sont considérés comme des BDU. Donc, très rapidement, c'est des biens à double usage, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois considérés comme des biens militaires et comme des biens civils. Et ça a été une des premières avancées avec l'arrangement Wassenaar. Donc c'est un arrangement qui est signé par 42 pays, tous les pays de l'Union européenne, sauf Chypre, les États-Unis, la Russie. Donc c'est un premier arrangement qui permettait un peu d'encadrer les ventes de ce genre de logiciel, mais qui était très faillible. Déjà parce que 42 pays, ça ne représente pas tout le monde, donc forcément, si personne ne s'y engage, l'arrangement ne peut pas fonctionner. Et ensuite, cet arrangement prévoyait quoi? Il prévoyait simplement que les entreprises qui souhaitaient vendre ce genre de technologie devaient demander une licence à leur État pour pouvoir le faire, donc une autorisation pour vendre à l'étranger. Mais ces licences étaient délivrées en secret et chaque État en fait avait ses propres critères. Donc tout dépendait un peu de si l'État voulait ou pas un contrôle strict ou non. Et en général, comme il s'agissait souvent de ventes de matériel très stratégique et souvent très cher, en tout cas en France, c'était sous couvert de secret des affaires, etc. Donc c'était très compliqué d'avoir des infos dessus et on pouvait se suspecter que les critères n'étaient pas très forts pour contrôler ces trucs-là. Juste, je salue quand même l'arrivée de Margaïla, de Taracus et de un pseudo-viewer. Mais ça va très bien cette rentrée et on est ravis d'être là. Petite pensée à Taracus. Oui, c'est ça, le pauvre Tariq qui n'a pas pu se joindre à nous parce qu'il est malade. Donc, petite pensée pour toi, Tariq. Oui, c'est ça, qui n'a pas pu faire sa chronique en plus, le pauvre. Et donc voilà, donc ça c'était depuis 2013, et depuis la réglementation n'avait pas beaucoup évolué jusqu'en 2021, où sous la pression d'ONG qui s'attachent à la transparence et aux libertés civiles, comme je cite juste une qui est allemande qui s'appelle Fragdenstadt, qui avait poussé, mais c'était parce que c'était une ONG qui était à la pointe de ce combat, et qui a poussé pour y avoir une nouvelle réglementation plus stricte de la vente de ce genre de logiciel. Et ça aboutit, donc je vous l'ai dit, en 2021. Donc ça fait 2 ans, on peut penser que ça fait loin, mais dans la chronologie des réglementations européennes, c'était comme c'était hier en fait. Voilà, faut bien se rendre compte que c'est très très long ce genre de choses. Donc avoir une réglementation 2021, c'est extrêmement récent. Mais voilà, cette réglementation qui apporte plus de critères à l'arrangement Wassenaar n'est pas non plus un filet hyper sécurisé et n'est pas non plus infaillible. L'eurodéputé rapporteur de ce projet de loi a même signalé, je le cite, que sa loi sur les biens à double usage a été sacrifiée aux intérêts des lobbies. Donc on comprend très bien qui a tenté de s'opposer à ce genre de loi, et c'est le consortium, c'est les créateurs, c'est le lobby qui s'appelle le Digital Europe. Donc c'est un lobby européen qui qui défend le droit des entreprises de surveillance avant leur truc, et il s'était opposé à cette réglementation pour des raisons de compétitivité.
majoritairement. Dans un rapport de 2017, je les cite, eux, le lobby Digital Europe. De tels contrôles vont mettre en péril la compétitivité européenne, restreindre le développement des mesures de cybersécurité défensive, augmenter la probabilité et l'impact des cyberattaques et créer un environnement pauvre pour les services numériques en Europe. Donc le premier critère qui a été avancé, c'était le critère de cybersécurité. Jusque-là, ça surprend personne que des lobbies puissants cherchent à impacter le processus législatif européen. Là où c'est un peu plus inquiétant, c'est que certains États membres ont tenté de ralentir, pas ralentir, mais en tout cas le processus législatif, exactement, pas ralentir, mais en tout cas le vider de son essence, comme par exemple l'État français, figurez-vous. L'État français s'est montré particulièrement virulent contre ces réglementations. Notamment contre une clause de ce projet de loi, qui est une clause qui s'appelle la clause attrape-tout, qui prévoyait, c'était pas une énorme clause, mais qui prévoyait juste simplement que de soumettre les licences, de les soumettre en fait à une liste, de les mettre sous forme de liste hyper précise avec le nom, les quantités vendues, les sommes vendues, à qui, etc. Donc avoir une sorte de trace. C'est ça, une trace de transparent, enfin une trace de vente avec les noms, les montants, les quantités. Donc la France s'y opposait, elle n'a pas réussi, mais elle s'est quand même opposée de manière virulente. Et c'est notamment puisque cette clause visait particulièrement l'entreprise Nexa, qui utilisait ces clauses en fait pour vendre ses produits via une société sœur à Dubaï. Et la société Nexa en fait vendait juste des services à la société sœur qui elle vendait le logiciel. Donc en fait c'était même sorte de montage que pour de l'évasion fiscale. C'était créer une filière dans un pays avec des législations beaucoup moins pesantes qu'en Europe pour pouvoir ensuite avoir les coudées franches. Et même à ce niveau-là, si je ne me trompe pas, tu m'arrêtes si c'était le cas. Il me semble qu'il y a une loi européenne justement qui est passée en 2021 et qui oblige à tenir un listing de ce genre de biens, et qu'en fait depuis 2021 il devait le mettre à jour au minimum tous les ans, et depuis 2021 il a été mis à jour une fois. C'est ça. Et la France ne répertorie ni les noms ni les quantités telles quelles, c'est-à-dire qu'il faut soi-même aller, c'est sous forme de pourcentage, c'est-à-dire qu'il faut aller soi-même faire le calcul, chercher la part de pourcentage des biens de cybersurveillance vendus, faire le rapport par rapport aux biens totaux vendus pour se rendre compte un peu des chiffres. Donc voilà, cette réglementation est encore très peu appliquée. Il y a une opacité, vraiment une opacité forte autour de ces affaires. Et la dernière chose où ça coince, c'est que quand un État refuse d'accorder les licences à une entreprise, il faut le signaler à Bruxelles. Il faut que le signale à l'Union européenne dans un souci d'harmoniser. Ce qui est pas idiot en fait, qui est pas illogique, c'est-à-dire que pour que l'Union européenne harmonise en fait ses critères autour de l'accord de licence ou non, seulement c'est là aussi où ça coinçait pendant les négociations, c'est-à-dire de savoir quelle est la marge des États à justifier leurs critères et quel est le pouvoir de l'Union européenne en tant qu'institution pour imposer des critères aux États membres. Je ne sais pas si ça vous fait réagir, ce genre de truc. Moi, j'ai juste fini pour le truc de réglementation. Je pense qu'on n'a pas non plus énormément de temps de réaction. C'est pour ça aussi que je me suis arrêté. C'est aussi pour ça que je me suis arrêté maintenant. Juste, je voulais reprendre un commentaire de Sylvie qui est au-dessus, qu'on ne voit plus, qui disait que c'était encore plus flippant que ce qu'elle pensait. Oui. Juste, ne nous alarmons pas non plus. Tous nos téléphones ne sont pas infectés par Predator Files. C'est pas le propos. Ouais. Mais ce genre d'enquête est quand même hyper important, et pour se rendre compte de ce qui se passe, et pour que les lois avancent et que la législation européenne s'active un petit peu à ce niveau-là, parce qu'il y a encore des grosses failles en fait. C'est ça, ouais. La plupart des experts, notamment le laboratoire de cybersécurité d'Amnesty International, beaucoup d'associations comme Reporters sans frontières et ce genre de choses, s'inquiètent beaucoup des dérives potentielles de ce logiciel et de ces types de logiciels en général, puisque dans la liste de personnes qui ont été
visés en tout cas, on retrouve forcément des journalistes. Je ne vous l'ai pas mentionné tout à l'heure parce que la liste est très longue, mais un journaliste vietnamien opposé au pouvoir, opposé à la dictature, c'est à retrouver des liens comme ça dans son téléphone. Un journaliste grec aussi. Un journaliste grec. Et en fait, c'est ce qu'ils expliquaient dans les articles des différents médias qui sont intéressés à ça, c'est que si leur téléphone à eux est infecté, toutes leurs sources sont révélées. Donc en fait, s'il y a des personnes qui vont être en danger de mort, en danger d'emprisonnement, pour ce genre de choses. Le dernier truc que je voulais signaler aussi, et je pense qu'on pourra s'arrêter là-dessus, c'est le boulot de ce consortium de journalisme. C'est ça, un an de travail, et pour ça, ça pose une question qu'on évoquera peut-être, si on a le temps avec notre invité, sur la manière dont les rédactions fonctionnent, puisque vous doutez bien qu'un journaliste mobilisé pendant 6 mois ou 1 an, qui produit pas de papier et qui doit quand même bosser, c'est pas tous les médias qui font ça, c'est pas toutes les rédactions qui peuvent se permettre de rémunérer des journalistes comme ça, mais pourtant c'est ce genre d'enquête qui peut vraiment faire bouger les choses. Alors il faut savoir raison garder, hein. On a vu avec tous les différents leaks, les Paradise Papers, Panama Papers, Pandora Papers, que c'est pas parce qu'on sort des grandes enquêtes que la législation évolue comme ça d'un coup, mais en tout cas ça permet de créer un débat public, ça permet dans des élections, pourquoi pas, comme à Madagascar le mois prochain, d'aborder ce genre de thème, d'avoir des ONG qui aussi ont plus de pouvoir et plus d'appui pour ensuite faire avancer ces législations. Et d'où aussi l'importance de consortium d'investigation comme il y a ici. Oui, c'est ça. Merci Augustin pour cette première chronique. C'est ça, c'était un gros morceau. J'espère que ça a été clair, j'espère que vous avez compris certaines choses, j'espère que ça vous a donné envie de vous intéresser à ça. Si vous n'êtes pas un fan de lecture, parce que les articles sont en général très denses, n'hésitez pas. Moi, pour cette chronique, je me suis beaucoup appuyé sur le replay de l'émission Twitch de Mediapart qui s'appelle Abonnez-vous, avec Yann Philippin, qui est le journaliste en charge du pôle investigation Mediapart, qui s'est occupé pour Mediapart de ces questions-là. Il y a beaucoup de vidéos comme ça qui vulgarisent cette affaire. N'hésitez pas à aller les voir et voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur toutes les sources qu'on vous mettra dans le replay de cette émission. Et comme je vous l'annonçais en introduction de cette émission, on va passer à la deuxième chronique qui est un peu particulière. Nouveau format. Elle sera introduite par Abdou, qui va nous faire un billet humoristique. Et on se retrouve juste après. On est de retour. Bonjour tout le monde. Salut. Petit changement de place, petit parcours. Vous avez l'habitude maintenant. Voilà, exactement. On a l'habitude du parcours. Comme vous le voyez actuellement, il y a quelqu'un de nouveau dans l'équipe. Abdou. Salut, ça va. Salut, comment tu vas? Je vais bien, merci, ça va. Notamment, moi, ça va parce que je vis pas en. Attention à ton micro quand tu tapes. Ah ouais. Quand tu tapes ton ouais, c'est ça. Sorry. Notamment, ça va parce que je vis pas en France. Ah, non, allez. Non, en vérité, c'est allez. Non, Allez, ça c'est gratuit. Non, je suis content parce que je vis pas en France parce que déjà, au-delà du fait que le prix de l'immobilier là-bas, c'est de la science-fiction. Ouais. Ah oui, déjà. Bah, en fait, je me confirme, ok. Ouais. Ouais. On est d'accord. Ouais. En fait, c'est pas si tu loues une chambre ou si tu loues la chambre de l'Elysée. Oui. C'est vraiment, les prix c'est incroyable. Mais au-delà de ça, en fait, je suis content de pas vivre en France parce que si je vivais en France, je ne me serais pas rendu compte d'une chose en fait, que les mecs, on a du mal à dire le mot femme. Vous voyez, on a du mal à dire le mot femme. Vas-y, essaye, Jonas. Non, vraiment, on a du mal à dire le mot femme, on contourne le mot. On dit meuf ou fille, alors qu'elles, elles n'ont pas ce souci. Elles disent les mots adéquats pour nous. Ils disent les mecs, quoi, ouais. Connard. Non, mais je t'interromps une demi-seconde. Ouais, vas-y. Du coup, comme vous l'avez compris, Abdou il va être là pour faire des petites chroniques humoristiques de temps en temps. Dans chaque émission, a priori, et à la fin de ces chroniques humoristiques qui auront souvent un sujet d'actualité, on va pouvoir analyser ce sujet de manière plus journalistique. Aline le fera ici à la suite. Et donc voilà, je te laisse poursuivre Abdou, histoire de ne pas couper le rythme encore une fois. Non, c'est bien. J'avoue, tu l'as mis dans une position. Ouais, c'est bien. Non, mais parce qu'en fait, ouais. Je suis vraiment désolée, il y a un souci de micro, je sais pas qui c'est. Ah, apparemment, on a un souci de micro. Il y a... Enfin, je sais pas si quelqu'un a Vas-y, normalement, on est. J'ai pas touché. Personne n'a touché à rien. Vous avez l'habitude dans le aussi. chat, n'hésitez pas à nous dire s'il y a un problème de son ou quelque chose qui va pas. Apparemment, c'est bon. Ouais, Ok. vous avez l'habitude aussi, il y a souvent un petit couac technique, on se réhabitue, on se remet en jambes. Et Margella qui dit belle entrée pour. Ouais, c'est ça. Désolée. Je crois que c'est le micro d'Aline, juste voilà. Encore Je l'ai coupé un peu, je suis désolée. Ok. Bah, Désolé Abdou, non, on y t'a a pas coupé de dans ton souci. délire. Il n'y a pas de souci. Non, en vérité, non, c'est en France.
Bah, en fait, ça m'a aidé à comprendre ça. Parce qu'après, moi, je dis toujours que j'ai été conditionné par une société qui est elle-même en train de redéfinir ce qu'est une femme. Ok. Et qui m'a fait faire fausse route. C'est comme si, Jonas, c'est comme si du jour au lendemain, on te disait que le rouge, en fait, c'est pas du rouge. En fait, je suis daltonien. C'est du bleu. Que le rouge, c'est du bleu. Ça, tu vas avoir du mal à dire que en fait, les tomates sont bleues. Ouais. Que la Casa des Papel, Tokyo, Berlin, tout ça, c'est des schtroumpfs. Tu vas y avoir du mal, vraiment, vous allez avoir Faut du avoir mal. la ref. Et une chose que j'ai compris, je ne pourrais pas vivre en France, surtout parce que en ce moment, la société française, elle part en couille. Vraiment, elle part en couille. Moi, je ne pourrais pas vivre là-bas parce qu'en fait, comment dire, la justice française, elle traite le confinement. Oh, mais, Merci, c'est sur les Merci pour le sub, merci pour le sub. Mais Je vais pas pouvoir la faire de chronique à nous. vraiment, j'ai compris une chose, c'est que la justice française, elle traite les affaires de viol comme le second confinement. Personne ne les respecte. C'est ça. Vraiment, personne ne les respecte. C'est incroyable. En fait, on l'a récemment vu avec l'enquête classée sans suite de Norman Tavo. L'enquête pour viol classée sans suite de Norman Tavo. A.K.A. Norman fait des vidéos. Bon, au début, il faisait des vidéos pour être proche des jeunes. Et au final, c'était vraiment pour être proche des jeunes. Faut le dire. Non, mais il y a des choses, faut le dire. Et en fait, moi, et vous savez, l'enquête a été classée sans suite, pas parce qu'il est innocent, hein. Non, c'est quand même la France. C'est quand même la France, non. L'enquête a été classée sans suite parce que le parquet a jugé que les preuves étaient insuffisantes. Ok. Insuffisantes. Il n'y a pas des captures d'écran et tout Bah, il y a des preuves, il y a des témoignages et tout, mais insuffisants. Bah, moi, si c'est comme ça, la prochaine fois que je vais à la Fnac, je prends un truc, je paye, si ça affiche ça affiche paiement insuffisant, je pars avec. T-Rex avec moi, avec moi, mon compte bancaire. C'est plus mon problème. Non mais c'est incroyable, insuffisant. Bah si c'est insuffisant, on fait en sorte que ce soit suffisant. On cherche des preuves en plus, on est d'accord. Oui. Vas-y, c'est fou. Et moi là, je sais pas si vous pouvez m'aider, mais je cherche les enquêteurs sur l'affaire. Non, mais je les cherche. Hein. Ils sont insuffisants. Non, ouais, ils sont insuffisants, vraiment, je les cherche. Je sais pas ce qu'ils font, où ils sont, ou qui ils sont. Mais moi, je vais aller les réveiller à 6h du matin. 6h du matin. Vraiment, à 6h du soir. Apparemment. Vraiment, à 6h du soir, grosse enceinte sur du Francis Cabrel. Vraiment, Pourquoi Francis Cabrel précisément? je l'adore. Non, je l'adore. C'est un peu mon coup de cœur. Francis Cabrel, je l'adore vraiment. Et non, je vais aller les réveiller parce que il faut chercher des preuves en plus. Et même sur eux, on va enquêter sur eux. Parce que non, c'est pas normal que ce genre d'enquête soit classé sans suite, c'est pas normal. Bah eux aussi, donnez-nous vos ordis, montrez-nous vos caves, parce que là on va chercher on va fouiller un peu, c'est très chelou tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, c'est pas juste la France. C'est en général les mecs, on a du mal, on a vraiment un problème avec tout ce qui est respect envers les femmes. C'est incroyable parce que la dernière fois, j'étais avec mon pote Alex et il me dit, tu sais Abdou, je sors avec une fille de 25 ans. Une fille de 25 ans, ça m'a choqué qu'il ait dit ça. Ça m'a choqué déjà qu'il ait une meuf. Parce qu'il porte du désigual. Vraiment, il a des goûts éclatés, le mec. Non, si, il a des goûts éclatés. Non, mais. Pour toutes les personnes qui portent du désigual, vraiment. Personnellement. Non, je suis d'accord avec toi, grosse queue méritée pour les gens qui portent. Merci. Non, en fait, ça m'a choqué qu'il ait dit une fille de 25 ans. Parce que tu verras jamais une femme dire, oh, tu sais, je suis avec un gamin de 25 ans. Un garçon. Un garçon de 25 ans, ça serait super bizarre. Parce que la seule suite possible, c'est oh, tu sais, je suis avec un garçon de 25 ans. On est allé voir Toy Story. On a mangé une glace. Je l'ai ramené chez ses parents. Je l'ai mis au lit. Puis je lui ai raconté une histoire. T'es là en mode c'est plus dur. En fait. Ouais, c'est vrai. Peut-être je raconte ma vie. Mais non, en vérité, jamais, tu vois. T'es là en mode mais c'est pas un date ça. C'est du babysitting. Vraiment. Enchanté, Père Castor. Genre, non, vraiment. Et en fait, avec tout ça, en fait, tout ce qui se passe en ce moment, je me suis rendu compte, tout ça pour dire que je me suis rendu compte que dans le monde et dans la société dans laquelle on vit maintenant, il y a des gens qui préfèrent encore croire en potentiel violeur qu'une potentielle victime. Et ça, c'est grave. Merci, c'était tout pour moi. Merci Abdou. Merci Abdou pour cette première. Et j'espère qu'on pourra te revoir encore plein de fois sur ce plateau. C'était oui, ça sera un plaisir, c'était vraiment un plaisir. C'est ça, n'hésitez pas à nous dire aussi dans le chat si vous aimez bien le nouveau format, si vous... ouais, s'il y a des choses à améliorer. C'est ça, n'hésitez pas pour la suite. Et justement, en parlant de suite... Et justement, c'était classé sans suite. C'est ça, classé sans suite, oh là là.
Donc voilà, Abdou a commencé à nous parler de Norman Tavo, et Aline, tu vas enchaîner là-dessus, toi, pour ta chronique. Oui, exactement. Déjà, bienvenue encore une fois dans l'équipe de d'office. Ça fait vraiment plaisir d'apporter comme ça de la nouveauté. Donc tu nous as parlé Attends, Aline, il y a un truc qui va pas avec ton micro. Je change de micro avec elle. Ok, attends, on va faire ça vite. Tiens, Aline. Garde-le sur la table, puis juste mets-le comme ça. Tac, Hop. ouais, attendez, je vais quand même Vous connaissez, l'attacher parce d'office, que... c'est parfois des couacs techniques, parfois c'est des retards, mais bon, on est toujours là, on essaie de faire en sorte que le fond soit bon, et même si la forme faillit un petit peu. Donc, est-ce qu'on est bon au niveau micro? Est-ce qu'on est ok? Je peux parler? Celui de qui? C'est celui d'Augu. Ok, vas-y. Test. On est bon? On est bon, ok, on enchaîne. Et Baptiste qui dit dans le chat qu'il a adoré ta chronique. Super, merci Ça fait Baptiste. plaisir. Merci, ça fait plaisir. Merci Baptiste, j'espère que tu aimeras beaucoup la mienne aussi. Donc voilà, tu as parlé de Norman Tavo, qui est alias Norman, fait des vidéos sur YouTube. Et ça t'a pas mal indigné, on l'a senti, et t'es pas le seul. La semaine passée sur Internet, on a vu passer énormément de personnes qui s'indignaient de cette affaire. Et je vous propose qu'on revienne un peu plus en détail sur les faits. Donc en fait, mercredi dernier, on apprenait que l'enquête qui visait le youtubeur français Norman Tavo pour corruption de mineurs et viol avait été classée sans suite. Donc en fait, il y avait 7 femmes qui avaient déposé plainte contre lui, dont 5 pour viol, et 2 d'entre elles étaient mineures au moment des faits. Donc voilà, quand même, grosse affaire. Ça pose le calme. Et alors, le parquet de Paris a estimé que les infractions étaient, je cite, insuffisamment caractérisées. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Norman n'a pas été inculpé ni innocenté par la justice, parce qu'en fait, simplement, la justice estime qu'il n'y a pas assez de preuves contre lui. Et en fait, ça fait plusieurs années que Norman, il est la cible d'accusations. Déjà en 2018, il y avait le youtubeur Squeezie qui avait publié un tweet pour accuser, sans citer de nom, certains de ses collègues youtubeurs qui profiteraient de leur notoriété pour agresser des abonnés, et en particulier des jeunes abonnés. Et suite à ça, le nom de Norman, il est énormément revenu sur Twitter, parmi d'autres. Mais en fait, on peut vraiment placer le début officiel de l'affaire, on va dire en 2020, quand une jeune femme québécoise, Maggie, dépose plainte officiellement contre le youtubeur. Et donc elle, en fait, elle avait 16 ans au moment des faits. Norman en avait 31. Et elle l'accuse d'avoir utilisé justement sa notoriété pour obtenir des photos d'elle à caractère sexuel. De là, du témoignage de Maggie sur les réseaux sociaux et sur le fait qu'elle ait été portée plainte directement à la police, d'autres femmes, jeunes femmes, vont se manifester, et le nombre de témoignages va faire qu'augmenter. Et donc voilà, on avance un peu dans le temps. En août 2021, le Canada, les autorités canadiennes, transmettent au parquet de Paris la plainte de Maggie. Et alors dans ce cas-là, vu que elle était mineure au moment des faits, automatiquement, dans ces cas-là, une enquête est ouverte par le parquet de Paris. Et ensuite, on fait encore un bond dans le temps. Donc voilà, il y a d'autres plaintes qui vont s'ajouter à celle de Maggie. On arrive en décembre 2022, où Norman Tavo est placé en garde à vue pour corruption de mineurs et viol. Alors, il ne va pas du tout nier la matérialité des faits. Par contre, il va nier l'absence de consentement. Donc, il dit oui, j'ai eu des contacts avec ces jeunes femmes, mais elles étaient consentantes. Et donc, il est relâché au bout de 36 heures de détention. Puis on arrive finalement le 11 octobre, mercredi passé, où l'enquête préliminaire a été classée sans suite. Mais les avocats des plaignantes ont affirmé qu'ils se réservaient, je cite, le droit de déposer une plainte avec constitution de partie civile. L'info a été confirmée ensuite par Maggie, la première personne à avoir porté plainte en story Instagram. Donc pour l'instant, les victimes présumées n'ont pas dit leur dernier mot. Elles comptent continuer leur procédure en justice. Et alors, en fait, ce qui t'a indigné, Abdou, comme beaucoup d'autres personnes sur les réseaux sociaux, c'était que la justice juge que les preuves sont insuffisantes. Beaucoup s'indignent parce que des affaires de violences sexuelles qui sont classées sans suite, il y en a à l'appel, en fait. Beaucoup dernièrement aussi, oui. On a eu des cas très médiatisés oui, en France. Oui, surtout des cas très médiatisés, mais en fait c'est parce que c'est des personnes publiques, donc forcément on en parle beaucoup, mais en fait il y en a plein d'autres. Et le cas de Norman Tavo, en fait il amène un débat plus large, comme toutes ces affaires qui sont classées sans suite ces derniers temps, dont on parle dans les médias, c'est est-ce que la justice en fait assez dans la prise en charge des violences sexuelles ? Et alors en France comme en Belgique, beaucoup pensent en fait qu'on pourrait faire mieux. Et ça, en fait, dès le dépôt de la plainte, parce que là j'ai retrouvé l'enquête d'Amnesty Belgique sur le viol datant de 2020,
Et c'est assez interpellant parce que, selon cette enquête, 90% des Belges pensent que la crainte de ne pas être cru est un frein pour se confier. Donc, en fait, les personnes, déjà, de base, ont un frein, ne font pas suffisamment confiance à la police, à la justice, parce qu'elles ont peur de ne pas être crues. Et en plus de ça, il y a 83% des répondants de cette enquête qui pensent que les démarches en justice, comme le coût, la longueur de la procédure, etc., peuvent être lourdes et dissuader les victimes de s'engager dans ce processus. Donc on voit qu'il y a quand même une méfiance, une perte de confiance, en tout cas envers la justice. En fait, c'est déjà difficile de porter plainte, déjà, mais en plus, rien quand on voit que, les voilà. effets que ça et puis même, les retombées, pardon. oui, et puis même, en fait, depuis le mouvement MeToo, donc en 2017, quand il y a une libération de la parole sur les violences sexuelles, on a vu quand même le nombre de plaintes augmenter. Ici, sur les dernières années, en France, c'est 37%. En Belgique, ici, sur les 5 dernières années, on est à 33% de plaintes en plus par rapport à 2017, sur les 5 dernières années. Mais en fait, même quand les victimes décident de s'emparer de la justice, le parcours, il est quand même super long et laborieux. Dans ce genre d'affaires, voilà, on l'a vu, manque de preuves, voilà, il n'y a pas suffisamment de preuves matérielles, en tout cas, même si dans le cas de Norman Tavo, on mettra des sources aussi sur YouTube, il y a plein de vidéos, etc., avec les captures d'écran, des conversations, etc. Donc il y a des preuves de messages de corruption de mineurs. Parce que lui, en fait, il ne nie pas en fait, ces preuves-là. Il peut pas les nier. Il ne nie pas, et donc selon la justice, le parquet de Paris a considéré que non, il n'y avait pas corruption de mineurs, mais pour les avocats des plaignantes, c'est toujours le cas, c'est pour ça qu'ils veulent se constituer partie civile. Et aussi, les souvenirs des victimes, dans ces cas-là, peuvent être très confus. Voilà, on ne pense pas forcément, surtout quand on est jeune, à voilà, aller directement faire un examen médico-légal, etc., pour bien constater des violences, etc. Et finalement, en fait, dans ce genre de cas, on se retrouve souvent parole contre parole et souvent à l'avantage de l'accusé. Il y a Tarecus dans le chat qui demande si souvent les victimes ne doivent pas passer par des associations pour arriver à ce genre de procédure. Il faut déjà en connaître et avoir la force d'aller parler, ce qui n'est pas évident. Et quand je dis voilà, témoignages confus, etc., il y a le phénomène de la sidération psychique qui fait que la personne en fait est en état de choc et n'est pas capable en fait de se rendre compte de ce qui vient de se passer. Voilà, dans les cas les plus extrêmes, on va dire. Souvent aussi, la justice manque de moyens et c'est pour ça que les affaires sont classées sans suite. On va essayer de traiter les affaires les plus simples. Et puis celles où il n'y a pas trop de preuves, où il faut un peu plus fouiller, en fait, on va les classer sans suite parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, il n'y a pas suffisamment de personnes pour enquêter. Et ça aboutit au final à très peu de condamnations et très peu de procès. En France, il y a seulement 8% des auteurs de violences sexuelles qui sont condamnés. Et en Belgique, j'ai pas trouvé de chiffres sur la condamnation. Par contre, il y a 70% des plaintes qui sont classées sans suite dans ce genre de cas. C'est quand même énorme. Voilà. Et donc, quelle solution quand la justice patauge? Eh bien, en Belgique, on a quand même quelque chose de très bien qui s'appelle les centres de prise en charge des violences sexuelles. Les fameux CPVS. Ouais, les CPVS, etc. Et donc, ces centres, ils offrent des soins médicaux et psychologiques. Quand la victime souhaite porter plainte, etc., ils accompagnent aussi, mais ce n'est pas une obligation. Il y a vraiment une... Oh, ça sonne. Oui, c'est la montre d'Abdou. Ça veut dire que je suis cuite avec les spots, en fait. Bon. Et donc voilà, il y a pas mal de centres qui existent. Le 10e centre va ouvrir ses portes le mois prochain à Arlon. Et la très bonne nouvelle, c'est l'actu belge qui est arrivé la semaine passée, qui fait quand même plaisir. C'est qu'un budget de 6 millions d'euros va être ajouté pour créer 3 centres supplémentaires en 2024. Donc voilà, on mettra le lien des CPVS de contact dans le chat, etc. Voilà, c'est vers ce genre de centre qu'il faut se diriger en priorité. C'est vraiment des personnes qui sont formées, etc. Pour prendre en charge ce genre de cas. Et en fait, je voulais juste revenir avec vous en fait, sur les solutions quand la justice ne fonctionne pas. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ce genre de cas, où vous avez déjà entendu et quelles solutions on peut envisager? En fait, ce qui revient beaucoup, c'est le call-out. C'est aller mettre l'opprobre sur la personne, sur l'agresseur sur les réseaux sociaux, quelque chose pour que si la justice ne fonctionne pas, qu'il y ait au moins un boycott ou quelque chose de ce genre pour au moins marquer son désaccord. Parce que même si dans les faits, ça ne change peut-être pas grand-chose, en tout cas les personnes qui faisaient ça disaient que c'était au moins... C'était mieux que de ne rien dire, quoi. Et que le fait de le dire comme ça sur la place publique, eh bien, ça apportait au moins, si pas une solution, au moins un soulagement, quoi. Attends, je vais juste prendre le micro d'Abdou.
Oui. Et pendant que tu changes, en fait c'est intéressant parce que je trouve que ça rejoint la chronique que Maxence avait faite il y a quelques mois sur Rammstein, qui est toujours en ligne, c'est qu'on ne parle pas du tout de l'emprise dans les tribunaux, etc. Et en fait c'est pas quelque chose qui est reconnu par le droit belge, français, ce sentiment d'emprise que le fait que quand il y a cette situation un peu hiérarchique, parce que mine de rien c'est un abonné avec un vidéaste, ben, il y a ce... on n'est pas forcément responsable de ses gestes toujours, quoi. Du côté de la victime. Les tribunaux en général ont du mal à reconnaître les systèmes de domination en général comme cause qui explique le crime ensuite, et particulièrement l'ascendant psychique de certaines personnes qui ont une réputation, qui ont des moyens financiers, qui sont charismatiques, etc., etc. Et ça c'est encore bien vu en France, du coup en ce moment c'est à l'appel, hein, les affaires, que ce soit les PPDA, que ce soit les... Benjamin Mendy... c'est ça, Depardieu, voilà, c'est ça exactement. On a le truc. Par contre, ce que tu disais, Aline, sur les 6 millions qui vont être accordés au centre, moi ça m'a fait tout de suite tiquer, c'est-à-dire que on va donner une rallonge budgétaire qui est importante, non pas à la structure en elle-même, c'est-à-dire aux tribunaux qui ont besoin de personnes qui ont besoin de moyens, mais aux gens qui récoltent un peu les victimes, c'est-à-dire une fois que le mal est fait, là on va donner des sous, par contre pour une réforme structurelle de la justice et pour accorder plus d'emplois, plus de moyens aux gens qui gèrent les cas au niveau institutionnel, là pour le coup il y a beaucoup moins de choses, donc j'ai l'impression que sponsoriser ces centres, effectivement, ça va apporter beaucoup à court terme pour les victimes qui vont pouvoir se tourner vers ces centres. Par contre, ce serait pas bête de mettre ces 6 millions, ces mêmes 6 millions-là dans des structures juridiques qui permettent la meilleure prise en charge, dans des postes spécialisés pour l'accueil de victimes de violences sexuelles. Ça rejoint aussi ce que Tariq nous dit dans le chat. Du coup, c'est bien d'avoir de l'argent pour prendre en charge, mais il en faudrait aussi en amont pour de la prévention. Et effectivement, prévention, essayer de faire des campagnes d'information aussi, comme dit Sylvie. Aussi par rapport à la protection des victimes, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu passer, il y a un documentaire sur l'inceste qui est sorti début du mois sur la RTBF, qui s'appelle Un silence si bruyant. Et par exemple, donc il y a plusieurs victimes d'inceste ici en Belgique qui témoignent, dont une maman d'une fille qui est encore mineure à l'heure actuelle, où en fait elle a alerté la justice, elle a porté plainte, etc. Et en fait les autorités ont jugé que la petite fille pouvait toujours aller chez son père qui était auteur des agressions, et ça a duré pendant 4 ans avant qu'il y ait une réelle protection. Voilà, donc même au niveau de ça, de dire ok, on ne sait pas encore si la personne va être inculpée, va être innocentée par la justice, mais simplement de mettre en place des mesures de protection en attendant que le verdict tombe. Parce que, oui, ok, il y a la présomption d'innocence, mais il y a quand même aussi l'autre côté. Là, en plus, dans le cas d'une petite fille de 4 ans, protéger la victime présumée. Voilà. Okay. Non, je voulais juste ajouter que voilà, le lien de ce documentaire Un silence si bruyant a été mis dans le chat. Par Tariq, merci beaucoup. Et Maxence, le voir, c'est pas un documentaire qui est facile à regarder, mais qui est vraiment nécessaire. On n'en a pas beaucoup parlé au vu de l'actualité particulièrement chargée ces temps-ci, mais si vous avez l'opportunité de le regarder, il est en accès libre sur Ovio. Voilà. Et comme d'habitude, on mettra toutes les sources dans la description. Voilà. Merci beaucoup, vous deux, pour ce petit duo qui était vachement cool, je trouve. C'est la première fois qu'on a un ton un peu humoristique dans l'émission et ça rafraîchit. Et je trouve que c'était hyper complet aussi de ton côté, donc nickel. C'est un plaisir. Surtout après les Predator Files, là, la chronique humoristique était bienvenue. Mais Abdou et moi, on va vous quitter. C'est l'heure de l'invité. Exactement. On va accueillir notre cher Julien Giry sur ce plateau. Mais alors ça, donc, un petit parcours. On s'en remet tous de nos émotions et on revient dans 5 minutes. Et on se retrouve pour le temps de l'invité. Bonjour Julien. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler de la désinformation aujourd'hui dans un contexte de crise qu'on expliquera juste après le test micro d'Augustin. Est-ce que dans le chat, vous pouvez nous dire, est-ce que Max en régie, tu peux me dire si le micro grésille encore? C'est compliqué? Ok, bon, on va se partager le micro ici. Désolé. Hop là. D'office la débrouille. Comme quoi finalement un micro sur la table parfois. Ah mais ça on aimerait bien. Ah. Ça va? Vas-y, lance. Super.
Alors, Julien Giry, vous êtes chercheur au laboratoire PRIM. On expliquera un peu en quoi ça consiste juste après. Et si on a eu envie de vous inviter, c'est parce que l'actualité nous a montré l'importance de connaître le processus lié à la désinformation et à la mésinformation. On pense à ce qui s'est passé récemment, notamment cette semaine avec l'attentat qui a eu lieu à Bruxelles, et les tweets, par exemple, qui ont localisé à tort le terroriste à plusieurs endroits dans la capitale. On pense aussi, évidemment, au conflit israélo-palestinien et aux informations de propagande qui en découlent. Par exemple, on a pu voir des images qui semblaient provenir du conflit, mais qui en réalité provenaient de jeux vidéo. Il y a aussi d'autres vidéos, on ne savait pas trop si elles étaient réelles ou pas, si elles provenaient vraiment du conflit. Et on pense aussi un peu plus loin, mais toujours dans l'actualité, à la guerre en Ukraine, pour les mêmes raisons. Plus globalement, on pense qu'il est important de comprendre les raisons derrière tout ça, l'aspect politique des fake news, la perte globale de la confiance en la parole médiatique et aux médias plus traditionnels, on va dire. Et donc on a pensé à vous pour aborder ces thèmes. Cela dit, pour commencer, et il faut poser les bases. Donc avant d'aller plus loin, est-ce qu'on pourrait en savoir plus sur votre travail au sein du PRIM en tant que chercheur et comment vous travaillez avec la désinformation autour de ça? Alors peut-être plus généralement, je vais peut-être un peu me présenter. Si ça Bien vous sûr. pas Non, évidemment. de revenir un peu sur mon parcours. Alors moi, vous l'avez dit, je suis Julien Giry, je suis docteur en sciences politiques, je travaille sur les questions de conspirationnisme, désinformation, et en particulier en lien avec l'extrême droite depuis 2008-2009. Donc vous voyez, ça fait pas, c'est pas. Pardon, j'ai oublié de dire, mais le laboratoire dans lequel vous travaillez le PRIM, c'est à Tours. C'est Voilà. à l'université de Tours. Et je suis arrivé à l'université de Tours après divers parcours, une thèse à Rennes, un travail au CNRS à Aix-Marseille, et puis ensuite en 2020 à l'université de Tours où je suis dans le département d'information et de communication, et où je travaille plus spécifiquement sur la question de la désinformation en lien avec les pratiques des usagers, donc des publics ordinaires, vous, moi, votre frère, votre cousin, votre enfant, etc. Et la manière dont ils s'informent, la manière dont ils vérifient les informations. C'est ça surtout qu'on a mené une grande enquête auprès des Français avec mes collègues de l'université de Tours. Donc vraiment très axé sur la désinformation, la place qu'elle prend dans l'actualité, dans les pratiques et les consommations médiatiques des individus. Et ce qu'on se rend compte, pour vous tisser rapidement le grand résultat, c'est que la désinformation concerne finalement une frange très très faible ou très petite des publics. L'immense majorité des publics, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau d'éducation, quel que soit leur niveau de revenus, leur profession, s'informent de façon tout à fait basique. Alors, pour le coup, ça va des médias français, parce que l'étude a été faite en France. Hein. Donc, c'est un peu la radio dans la voiture le matin, les grandes stations, France Info, France Inter, RTL, France, je précise, Europe 1, etc. Donc, un petit peu la radio dans la voiture. Le journal de 20h est extrêmement dominant. La grande presse traditionnelle via le web, et les recherches se font essentiellement sur Google, donc des pratiques tout à fait light et tout à fait ordinaires d'information. Alors nous, ce qui nous a intéressé dans un second temps, je suis peut-être un peu long, si je suis trop long, vous me dites. C'est intéressant. Ce qu'on nous a intéressé, nous, c'est finalement cette frange qui nous disait, enfin, ce qui nous a surtout intéressé, c'est pourquoi les gens s'informaient comme ça, c'est les justifications qu'ils donnaient à leurs pratiques informationnelles. Et on s'est rendu compte que la plupart des gens, l'immense majorité des gens qui avaient ces pratiques médiatiques somme toute ordinaires et sans doute assez banales, n'avaient quasiment aucune réflexion sur le pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient au moment où ils le font. L'idée, c'est de dire, je lis Le Monde parce qu'on m'a toujours dit que Le Monde c'était bien. J'écoute France Inter parce que France Inter c'est bien. J'écoute le journal de France 2 puisque le journal télévisé reste aussi le 20h en France. Ça reste une espèce de grande messe au sens premier du terme qui réunit toujours énormément de Français. Alors, TF1 ou France 2, peu importe. Mais ça reste ça des marqueurs identifiants pour lesquels on se réfère pour des logiques tout à fait autoritatives. Ça fait autorité, c'est comme ça. Et ce qui nous a nous intéressé, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, les individus qui avaient les pratiques informationnelles les plus déviantes, alors quand je dis déviant aussi, c'est pas un jugement de valeur, c'est au sens qu'elles se démarquent de la norme. C'est comme le sociologue Howard Baker, pour le dire rapidement. Ces pratiques déviantes, eh bien, les individus qui avaient ces pratiques informationnelles déviantes avaient une beaucoup plus grande réflexivité sur ce qu'ils faisaient. Ils savaient pourquoi ils avaient des supports, disons, alternatifs, et le plus souvent d'extrême droite, dans le cas qui nous a intéressés, parce qu'ils avaient envie de trouver autre chose, parce qu'ils estimaient qu'ils avaient une information auquel ils n'avaient pas accès ailleurs, parce qu'ils s'estimaient mieux informés, mieux réinformés, pour utiliser un mot très à la mode, ce qui ne voulait pas dire pour autant qu'ils ne suivaient pas du tout les médias qu'on pourrait appeler mainstream, bien au contraire. Juste avant de continuer dans l'actualité pour employer le bon vocabulaire, est-ce qu'on pourrait un peu parler des différences de mots qui existent, désinformation, mésinformation ?
Vous avez un Fox, un Tox. Alors en fait, c'est vrai, vous avez raison, c'est un vrai problème de qualification. Parce qu'on a l'impression qu'on peut interchanger tous ces termes, tous ces mots, etc. en disant mais ça a toujours existé, puis il y a les fake news, il y a les infox, l'infodémie, que sais-je encore. Le problème c'est que il faut quand même, je pense, enfin moi j'avais consacré un papier à ça il y a quelques années maintenant, sur la manière dont il faut, je pense, essayer de comprendre ces concepts différents pour pouvoir les rendre opératoires et pas dire à peu près n'importe quoi. Si on prend le terme historique de désinformation, la désinformation, au sens historique du terme, il y a plein de sources là-dessus, hein, donc je ne vais pas vous embêter avec toutes les références, mais l'information, elle vient traditionnellement des médias dominants eux-mêmes et des pouvoirs publics eux-mêmes. La désinformation, c'est celle qui emprunte les mêmes canaux que l'information pour quelque chose de circonstancié. Ça va être par exemple une campagne qu'on peut voir aujourd'hui menée par très clairement le ministère des Affaires étrangères israélien, qui, vous avez peut-être vu ça, qui inonde dans les pré-sites de YouTube ou de jeux type Candy Crush, où on voit des publicités qui nous expliquent que le gouvernement israélien est attaqué, que les terroristes du Hamas sont pires que ceux de l'État islamique, que sont des nazis, etc. Donc on voit vraiment, là on est vraiment dans une campagne de désinformation au sens premier du terme, où un État va utiliser les canaux traditionnels, les médias traditionnels, pour pousser un message. Donc c'est envoyé intentionnellement cette information. Absolument, il y a une intention de déstabiliser, mais du point de vue du dominant. Et de ce point de vue-là, la différence avec les fake news contemporaines, c'est qu'elles sont plutôt le fait des acteurs dominés dans l'espace social, ceux qui ne sont pas au-dessus du pouvoir, et qui, eux, sont l'objet de contre-mesures, de contre-discours des pouvoirs publics. Donc vous voyez, en fait, on a une sorte de renversement de perspective entre la désinformation historique et celle top-down, des médias mainstream, des pouvoirs publics, et ces nouvelles fake news contemporaines, qui sont plus celles d'acteurs extérieurs au champ du pouvoir. Et est-ce que quand ces personnes envoient de la désinformation en tant que dominants, ils ont conscience que ce qu'ils envoient, c'est pas forcément la vérité comme information Dans le cas de la désinformation, oui. On est en quelque chose de volontairement fait, conçu pour façonner l'opinion publique à un moment donné. Et à ce point de vue-là, la désinformation n'est pas la propagande non plus. J'ai demandé quelle différence vous faites structurellement entre du coup ce truc de désinformation qui passe aussi par les canaux officiels avec le concept de propagande. Le concept de propagande a une dimension beaucoup plus englobante, beaucoup plus systémique, qui participe de la production et de la reproduction d'une idéologie concrète qui s'intéresse, en tout cas qui vise tous les pans de la société, de la sphère privée à la sphère publique, avec un discours qui devient quasiment une sorte de système de pensée globale, avec un vocabulaire lui-même répété, des sondages artefactuels, tout un tas d'éléments qui vont être répétés jusqu'à satiété, jusqu'à saturation de l'espace public, avec une volonté de refaçonner un homme nouveau. La désinformation est beaucoup plus circonstancielle. De ce point de vue-là, conjoncturelle, et de ce point de vue-là, elle peut être maniée par n'importe quel type d'État. Quand même, la propagande n'est pas limitée, on le sait, aux États autoritaires ou totalitaires. En fait, la propagande a une dimension civilisatrice que n'a pas forcément la désinformation, qui est plus limitée à certains moments de l'histoire en particulier. Voilà, civilisationnelle sans doute plus que civilisatrice, mais civilisationnelle en tout cas systémique, ça c'est clair. Ce qui a eu lieu le 7 octobre, c'est-à-dire l'attaque du Hamas contre Israël qui a entraîné la guerre qu'on voit actuellement, ça a généré beaucoup de tweets. Twitter lui-même parle de 50 millions de tweets dès le début de la guerre. On n'a pas d'autres sources que Twitter, mais en tout cas c'est le chiffre qu'il cite. Pourquoi est-ce que des fake news redoublent, enfin en tout cas se propagent énormément dans les situations de crise comme on les voit aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'elles viennent parfois, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le fait qu'elles viennent répondre à une situation de sidération, elles viennent donner une sorte d'explication, elles viennent donner du sens. C'est bête à dire, mais lorsque vous êtes face à une situation aussi violente, aussi inattendue, aussi terrible, il faut essayer de la comprendre. Et pour gérer cette anxiété qu'elle produit, eh bien, créer une théorie du complot ou une fake news avec une sorte de rationalisation, ceci est arrivé parce qu'eux ont voulu que cela arrive, ça permet de donner une cohérence. Là où les choses sont complexes, là où il y a de la complexité, là où il y a de l'incertitude, là où on ne sait pas, là où c'est difficile, eh bien, ça permet de donner une explication à la fois simpliste, rassurante, même si elle est terrible, mais qui permet de gérer quelque part l'incertitude et les émotions. Ça, c'est la première chose. Vous avez également, comme je disais tout à l'heure, de la désinformation au sens premier du terme. Vous avez des groupes étatiques ou para-étatiques qui ont intérêt à fournir des narratifs qui vont pousser l'opinion publique à adhérer à leur cause. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, le problème n'est même pas ici, je préjuge pas de qui a tort ou qui a raison, mais chacun va pousser pour essayer de tordre l'opinion publique dans son sens. Ma foi, c'est normal, ça fait partie de la guerre depuis toujours. Donc ça, c'est la première chose. Et vous avez une troisième type de poussée qui peut se faire, qui peut être soit totalement opportuniste. C'est ce qu'on avait vu par exemple au moment de l'élection de Trump en 2016. On a des acteurs sociaux tout à fait cyniques qui expliquent que, je pense que Richard Horner, pour ne pas le nommer, que les électeurs de Trump sont des abrutis, c'est ses propres mots. Ils croient tout ce qu'on leur dit, et ben moi ça me rapporte des sous
par des clics, par des choses comme ça. Donc il y a ce type d'entrepreneurs qui peuvent exister. Et vous avez aussi des individus qui sont eux-mêmes tenants d'une idéologie, d'une thèse particulière, qui vont essayer de faire avancer leur propre cause au moyen de désinformation, au moyen de fake news. Ils savent pertinemment qu'elles sont fausses, mais peu importe. Alors il y a un acteur dont on n'a pas encore parlé, je trouve, pour l'instant, au-delà du créateur de l'information et du receveur d'information, c'est les personnes qui hostent quelque part ces plateformes. Faut que je sois plus près. Plus près. C'est les plateformes qui, enfin c'est les tenanciers de ces plateformes et qui laissent aller ce genre de contenu. Est-ce que vous pensez, pardon. Ok, est-ce que vous pensez que Elon Musk, Mark Zuckerberg, pour ne pas les citer, ont une responsabilité vis-à-vis de ces contenus? La difficulté, elle est complètement de la manière dont ils s'imaginent ces plateformes-là. Il ne faut jamais oublier que ce sont des plateformes qui sont d'extraction américaine. Et ces plateformes se pensent d'abord, d'une part, comme les héritières, ou en tout cas inscrites dans la liberté d'expression totale, le fameux free speech américain garanti par la Constitution. Et deuxièmement, c'est la manière dont elles se considèrent d'un point de vue, j'allais dire, presque technique. Elles se considèrent comme comme une offre de service et pas comme un service en lui-même. Elles offrent à des utilisateurs, à des usagers, la possibilité de créer un service, et donc ils estiment qu'ils n'ont pas de responsabilité éditoriale, qu'ils n'ont pas de responsabilité dans les contenus, qu'ils n'ont pas de responsabilité finalement dans ce qui peut être dit ou non dit sur ces types de plateformes. Ça, c'était la position originelle, une position tout à fait libertarienne au sens américain du terme, hein, où on peut dire tout ce qu'on veut, il n'y a pas de régulation, on raconte ce qu'on veut. Alors, depuis 2020 plutôt, avec la crise Covid, on se rend compte quand même qu'il y a eu une évolution, il y a une prise de conscience des plateformes, quoi qu'on le dise, de volonté de quand même de faire attention, de se considérer davantage comme des éditeurs de services et de quelque part assumer une certaine responsabilité éditoriale. Alors cette responsabilité éditoriale, elle reste tout à fait limitée, hein, soyons clairs aujourd'hui, et en tout particulier sur X, hein, puisque là on voit que de toute façon la modération est tout à fait inexistante, d'abord parce qu'ils n'en ont plus les capacités. Ils ont licencié quasiment 80% des modérateurs, parce que ce n'est pas la volonté de Musk. Cette volonté était manifestée de façon tout à fait claire par le retrait en 2022, là, il y a quelques mois, là, en 2023 plutôt, du Code de bonnes pratiques de lutte contre la désinformation, donc qui était un engagement volontaire à mettre en place des bonnes pratiques au sein de l'Union européenne, etc. Donc Twitter a fait le chemin arrière, ils se sont désengagés de quelque chose qu'ils avaient signé. Donc on voit qu'il y a vraiment oui, voilà, il n'y a pas de volonté réelle de cette plateforme-là, au moins de limiter. On pourrait parler d'autres plateformes, si vous voulez, par exemple Twitch, puisqu'on est sur Twitch, explique qu'ils ne font pas faire de modération des vidéos, des contenus vidéo, parce qu'ils estiment que c'est que du live. Alors nous, on est vraiment en live, on pourrait le prouver en montant un journal, en faisant quelque chose, mais il existe plein de faux lives sur Twitch qui eux-mêmes pourraient faire l'objet de modération, mais Twitch s'y refuse. Twitch refuse de mettre de l'argent, refuse de s'engager, il l'écrit vraiment dans les rapports qui renvoient à la Commission européenne. De la même manière, Twitter, pour d'autres types de contenus, pour le coup, là je pense au contenu pornographique, estime que comme c'est un site de microblogging, ils n'ont pas du tout à faire de modération des contenus pornographiques, alors qu'il y en a des millions et des millions qui circulent sur sa plateforme. Et en parlant de modération, est-ce que l'arrivée de Elon Musk à la tête de X, ex-Twitter, ça a changé quelque chose donc, dans le flot de fake news qu'on peut retrouver sur la plateforme ? Alors l'arrivée de Musk, effectivement, ça a changé beaucoup de choses puisqu'on a vu un retour en force des comptes bannis. Alors on pourrait parler d'Andrew Tate, hein, qui est un des plus célèbres que vous connaissez sans doute, tristement. Oui, on l'a déjà traité. Ah, vous avez traité, bon, bah alors pas besoin de développer ce triste cire, qui est en prison d'ailleurs, je crois, en Roumanie. Aux dernières nouvelles, je pense. Oui, je pense aussi. Donc voilà, donc on a eu tout un tas de retours d'individus issus notamment de la droite la plus extrême aux États-Unis, de la droite la plus radicale, qui sont revenus en force et qui ont. Il manque que Donald Trump, mais comme il y a un contrat avec Parler pour l'instant, peut-être à la fin du contrat, on verra. Mais voilà, ça a permis effectivement, il y a eu un pic, un retour, combiné à ce qu'on disait tout de suite, le départ ou le licenciement, parfois le rappel de certains modérateurs, etc. Donc oui, de fait, la plateforme est un peu en roue libre et même a du mal à fonctionner avec beaucoup d'attaques qui sont faites dessus. Et on a vu encore pas plus tard que ce matin, Musk dire que finalement, peut-être on allait sortir de l'Union européenne, peut-être on allait supprimer le service X en Europe, ce qui est quand même un truc de fou parce que c'est quand même une situation de quasi monopole. Alors il existe évidemment d'autres plateformes de microblogging dont on peut parler et qui sont elles-mêmes aussi très problématiques. Pour ajouter juste une information, il faut savoir que l'UE a ouvert une enquête contre Meta, TikTok et X dans le cadre de la guerre entre Israël et le Hamas, en demandant aux plateformes de s'expliquer sur leur modération des contenus et de la propagation des fake news, notamment sur leur plateforme. Absolument, il a même été, je pourrais ajouter, demandé aux régulateurs nationaux, donc soit l'ARCOM en France, le CSA ici, de participer à des opérations de monitoring pour pouvoir, entre guillemets, j'allais dire, gonfler le dossier. Oui, une fois qu'on a parlé de Musk, moi je pense qu'il y a quelque chose à dire, c'est comment en tant qu'utilisateur, entre guillemets lambda
de la plateforme, on peut lutter face à quelque chose qui a l'air aussi tentaculaire, aussi grand dans l'évolution du flux d'informations, quoi. Comment on s'informe bien, quoi. Exactement. Alors, Grosso modo. sur Twitter Sur Twitter, allons-y. Alors, s'informer sur Twitter, c'est déjà un parti pris qui est quand même assez audacieux. Je pense qu'il y a quand même des plateformes d'information un peu plus utiles que Twitter, parce que le format même, l'éthos même de Twitter n'est sans doute pas le plus à même ou le plus propice à l'information. Après, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que les contenus désinformationnels qui circulent sur le web dans leur ensemble et sur les plateformes en particulier, restent une infime minorité de l'ensemble des contenus. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire avec force. Ils circulent vite, ils circulent plus vite, ils sont le fait de minorités agissantes, et parfois il faut donner l'impression qu'ils sont beaucoup plus volumineux que ce qu'ils ne le sont vraiment. Il faut toujours garder aussi cette notion de proportion. Ça, Et comment ça se fait qu'on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus présents qu'ils ne le sont en vérité? Mais parce qu'en fait, il y a une double mouvement d'amplification. Je vous disais tout à l'heure, vous avez des minorités ultra agissantes qui vont vraiment tweeter, qui vont même mener parfois les opérations de raid, qui vont mettre en place des techniques qu'on appelle des techniques non conventionnelles, ou en tout cas frauduleuses, par exemple l'utilisation de bots, l'utilisation, même si ça reste très petit, hein, les bots, qui restent des techniques de raid, de coordination d'opérations, de retweets coordonnés, etc. Ça veut dire qu'ils tweetent massivement. Qui vont tweeter massivement, qui vont se retweeter massivement entre eux, et qui vont donner l'impression que c'est très, très énorme. Donc ça, c'est le premier effet de loupe, le premier loop dû à l'Internet lui-même. Le deuxième effet de loupe, c'est celui des médias dominants qui vont parfois accorder finalement une sorte de surimportance à quelque chose qui reste tout petit. Si vous voulez, je prends juste un exemple français parce que ça m'amuse beaucoup. Décembre 2021, donc 13 décembre 2021, donc on est à quelques mois des élections présidentielles françaises, vous avez un hashtag qui est numéro 1 des tendances sur Twitter en France. Alors vous dites, numéro 1 des tendances en France, c'est quand même quelque chose, c'est pas rien. Et ce hashtag, c'est Jean-Michel Trogneux. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça me rappelle rien. Vous êtes passé à côté, vous avez bien fait. Parce que justement, c'est une non-affaire. Le hashtag Jean-Michel Trogneux, derrière ce mystérieux hashtag, c'est Brigitte Macron, serait en fait un homme né Jean-Michel, son frère. Ça serait son frère. Donc plus incroyable encore, elle ne serait pas la mère, mais le père de ses filles. Et donc on n'aurait pas de photos ou de preuves de son existence légale, réelle, avant début des années 90, et quelques photos donc après son opération de changement de sexe. Donc ce truc vient d'une lettre confidentielle d'ultra-droite, 400 personnes dans les sphères antisémites du web. En plus, après ça part dans les sphères antisémites du web, puis c'est repris un peu de façon rigolarde sur Twitter, sur YouTube, fin novembre, début décembre. Et là, le 13 décembre, la veille, le 12, il y a une dame qui se présente comme autrice d'une grande enquête sur la véritable identité sexuelle de Mme Macron, qui serait transgenre, fait une vidéo de 4 heures chez une chaîne de voyance. Le truc explose. Et là, le lendemain, ça devient numéro 1 des tendances sur Twitter. Alors, on se dit, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que tout le monde a pété un plomb? Est-ce qu'il y a une grande vague d'irrationalité? Est-ce que ça va pas? Et en fait, quand on va faire des petites analyses avec des outils d'analyse du web, on se rend compte qu'il y a 400 mecs, 400 comptes, qui se sont juste énervés, qui se sont fait marrer, qui ont fait monter le truc numéro 1 des tendances. Donc c'est 4000 tweets, hein. On parle de 4000 tweets, donc c'est assez facile de twister l'algorithme, vous voyez. Donc vous arrivez avec 4000 tweets. Le truc commence à redescendre le soir du 13, mais par contre le lendemain, dès le 14, la presse féminine d'abord, la presse à scandale, puis Le Monde, puis Libération. Qu'est-ce que c'est? C'est faux, c'est machin, c'est pas vrai. Alors pourquoi c'est faux? Parce que c'est un truc d'extrême droite. Le niveau zéro du fact-checking, on va pas apporter des faits, on va apporter rien. Ils se prennent dans la tronche, notamment Libération, à qui on peut poser des questions, Check News. Hein. Alors, si c'est pas vrai que Mme Macron, c'est un homme, il est où son frère Jean-Michel, puisqu'on l'a jamais vu? C'est pas vrai, en fait, on l'avait déjà vu, mais peu importe. Et donc, ils se trouvent les pieds dans le tapis. Et finalement, ils ont ouvert, premièrement, l'opportunité à des contenus d'extrême droite concurrents de rapporter, eux, les preuves de la non-existence de Mme Macron, et donc de pouvoir se légitimer comme étant les organes de presse crédibles. Je pense ici à Valeurs Actuelles, notamment. Et on a comme point d'orgue de ce truc qui n'existe pas, avec 400 personnes qui s'énervent, le début janvier, sur TF1, au trésor de TF1, le présentateur qui demande à Mme Macron, est-ce que vous êtes un homme? Qui délire? Franchement, qui délire? La question, c'est qui est en plein délire? Est-ce que c'est les 400 individus sur Twitter qui ont tweeté, dont on ne sait même pas s'ils y croient vraiment ou s'ils font ça pour s'amuser, pour troller, pour embêter, ça on n'en sait rien? Ou un présentateur d'un JT national de 13h, un dimanche, qui demande à la première dame, est-ce que vous êtes un homme? Parce qu'au final, ce serait pas là l'effet retort des cellules de fact-checking, au final, de vouloir traiter de l'information et la décrypter, mais l'effet inverse se produit, de mettre en lumière des théories qui, au final, sont ni queue ni tête. Alors, premièrement, ça peut être une des premières limites du fact-checking, c'est de braquer les projecteurs et l'attention médiatique sur des non-événements, pardon. Ça, c'est tout à fait clair. Deuxièmement, être fact-checké, pour les sphères radicales, c'est devenu aussi un élément de légitimité. Le Monde, Libération, Faki m'a fact-checké, je sais pas moi, 25 fois l'année dernière, ça veut dire que moi je suis un vrai opposant, contrairement à quelqu'un. Mieux encore, j'ai même été banni de YouTube, j'ai été banni de Meta, c'est la preuve que je suis un vrai opposant. D'ailleurs, vous voyez, moi je suis déjà, parce que si on parle de ces sphères radicales, eux ils sont déjà plus loin.
ils sont déjà sur tout un tas de plateformes alternatives. Alors je vais peut-être pas les nommer ici aujourd'hui pour pas donner d'idées à tout le monde, de publicité à tout un tas de trucs, mais eux, ils y sont déjà depuis longtemps. Et ce qu'on s'est rendu compte au cours des dernières grosses campagnes de désinformation, notamment hors des élections, en France, en Slovaquie, on a des craintes pour la Belgique là, en 2024 et les élections européennes, c'est que les plateformes mainstream vont être utilisées par les acteurs radicaux pour faire de la redirection vers ces plateformes, disons, alternatives, ces réseaux sociaux alternatifs, beaucoup plus radicaux, où là, la modération, c'est zéro, où il n'y a pas de modération, et où les individus se lâchent encore plus, où ils ont des contenus encore plus radicaux, encore plus dingues, hein, pour le dire assez vite. Une plateforme comme, celle-là, elle est connue, on peut la nommer comme Odyssey, qui est en train de devenir une plateforme mainstream, on ne va pas se mentir, elle est conçue pour ne pas être modérée. Elle fonctionne intégralement sur un système de blockchain, donc les contenus bougent en permanence, et c'est pratique qu'on paye en Monero, crypto-monnaie intraçable. Donc vous voyez là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la régulation qui est mise en place, je ne sais pas si je me rappelle tout à l'heure vite fait du code de bonne pratique, et on pourra parler aussi des règlements qui sont mis en place par l'Europe. Mais l'Europe a dit régulation, mais en même temps elle dit casser les situations de monopole des grands réseaux sociaux mainstream. Et là, elle est en train d'ouvrir aussi une boîte de Pandore sur un truc qui va pas être joli. Pardon. Vas-y. Non, mais en fait, je voulais juste pour aborder un autre aspect des limites des cellules de fact-checking, c'était sur le discours dominant cette fois-ci, parce qu'on a parlé du fact-checking de la minorité, là, vers le discours dominant. Je voulais qu'on parle un peu de ça, notamment avec ce qui s'est passé pour les grands médias américains au moment de Donald Trump, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fact-check quelqu'un qui n'en a rien à faire de la vérité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'élections aussi en Amérique latine, etc., avec des candidats d'extrême droite qui, peu importe ce qu'ils disaient, peu importe si c'était vrai ou pas, n'apportaient pas de preuves, renversaient complètement le paradigme d'apporter un fait. Comment est-ce qu'on peut fact-checker des personnes pour qui la vérité n'a pas d'importance ? Le problème n'est pas qui vous fact-checkez, mais pour qui vous fact-checkez. C'est ça en fait la question. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que des enquêtes qu'on a menées, on reprend l'enquête Vigie, dont je parlais tout à l'heure au début de l'entretien, vérification de l'information sur Internet, dans le journalisme et l'espace public, on a demandé au public s'ils connaissaient, publics ordinaires, hein, j'entends, s'ils connaissaient les sites de fact-checking. Eh ben, 10-12% nous disent « ouais, j'ai déjà entendu parler vaguement ». Ils ne les connaissent pas vraiment. Et surtout, est-ce que vous les consultez ? 3-4%. Et ceux qui les consultent le plus, c'est ceux qui finalement sont déjà les mieux informés. C'est ça le paradoxe, que le fact-checking, il parle qu'aux convaincus. Et donc son efficacité est de fait nécessairement limitée. Et je vous disais aussi, pour ceux qui finalement sont dans des situations de défiance, ou en tout cas qui qui expriment des positions tout à fait radicales ou alternatives, ou en tout cas défiantes par rapport à les pouvoirs médias publics, c'est presque un plaisir ou un honneur d'être fact-checké en disant « voyez, moi je dérange ce système ». C'est ça qui est compliqué, c'est que ce fact-checking, il arrive avec beaucoup d'années de retard, et quand il est arrivé, il a été un peu ridicule, notamment je pense à une des toutes premières initiatives en France qui était le Décodex. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, aussitôt rebaptisé Déconnex sur les réseaux alternatifs, où finalement le paradoxe c'était que Le Monde disait que Le Monde était une source fiable. Ouais, on voit un peu le truc, donc c'était pas, donc ça faisait bien marrer beaucoup de gens. Le Monde dit que Libération est une source fiable, Le Monde dit que machin est une source fiable. Par contre, tel site, bah non, c'est pas fiable parce que quoi. C'est ça. C'est un peu le paradoxe du complotisme, c'est-à-dire que peu importe le prisme qu'on prend, ça renforcera leur pensée que eux ils ont raison. C'est-à-dire que s'ils sont fact-checkés par les médias dominants, ça veut dire qu'on leur cache la vérité et donc ce qu'ils disent est vrai. En partie. Oui. On a une question de animateur dans le chat qui revient sur la plateforme X et qui pose la question: que penser des community notes? À voir. Pour l'instant, c'est qu'aux États-Unis. Est-ce qu'on peut rappeler en quoi ça consiste peut-être pour ceux qui ne sont pas habitués de la plateforme? Je le fais ou Oui. Non, c'est très simple. En fait, c'est les communautés autour d'un compte vont être capables, le sont déjà aux États-Unis, ou en tout cas elles vont l'être bientôt, capables de noter la véracité des propos. C'est une sorte de modération collective, une sorte d'intelligence collective. Est-ce que une sorte de Wikipédia, mini Wikipédia sur Twitter en disant voilà ce que dit machin, il va avoir peut-être 80% de gens satisfaits, donc il sera peut-être plus fiable que celui qui a 20%. Le problème, c'est comment on va être structuré ces communautés. Ça interroge aussi, notamment, on le voit aujourd'hui avec la pastille bleue, certification, qui est certifié, souvent les comptes les plus un peu borderline, on va dire. Donc oui, disons que dans l'absolu, ça peut être une excellente idée. Après, encore une fois, ça dépend des usages. Et c'est ça qui est très important. Enfin, moi, quand je suis sociologue, je suis politologue, la question, c'est celle des usages. C'est qu'il y a les idées qui sont faites, les choses qui sont créées, qui sont inventées. Après, ça va dépendre de comment les individus, comment les usagers vont s'y réapproprier et ce qu'ils vont en faire. Et pour l'instant, on n'a pas assez de recul pour en dire davantage.
Est-ce que le risque, justement, c'est pas que des communautés qui voudraient décrédibiliser quelqu'un utilisent ces community notes en disant mais ce qu'elle dit, c'est pas la vérité, c'est pas vrai, alors que ça l'est? Avec des raids, justement, Oui. dont on parlait tout à Tout l'heure. à fait, c'est une des possibilités, c'est ce quand je parlais d'usage, c'est tout à fait ça. Ça peut être aussi utilisé par des formes de cyberharcèlement dévoyées, ça peut être tout à fait ce genre de choses. Pour l'instant, moi je peux pas en préjuger, ça fait partie des possibilités, on verra. Et vous avez abordé vite fait, enfin rapidement, pardon, les pastilles bleues sur Twitter, nouvellement X. Oui. Avant, c'était un gage de véracité, un gage de, on pouvait faire confiance au compte qui était Crédibilité, certifié, en tout de cas. crédibilité, voilà. Aujourd'hui, quels sont les facteurs qui permettent de faire confiance à un compte, dans le sens où maintenant les pastilles sont peut-être un peu galvaudées par rapport à avant? Après, les pastilles bleues, c'était surtout une certification d'un utilisateur officiel. Jean-Marie Le Pen, par exemple, a une Et pastille des bleue. certifiés. Donc, c'est pas forcément un gage de crédibilité, de fiabilité, ou en tout cas. Mais c'était, vous avez raison, identifié en tout cas comme tel par une partie des publics, parce que je me souviens que lorsqu'on faisait cette étude encore, on demandait parfois à nos enquêtés de se prononcer, dans le cas d'un entretien, directement sur des contenus qu'ils voyaient, et quels étaient pour eux les éléments de crédibilité. Alors, est-ce qu'on leur demandait déjà, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette nouvelle, etc. S'ils n'avaient pas entendu parler, c'était encore mieux pour nous, parce qu'ils étaient obligés de se prononcer dans l'immédiateté. On avait plusieurs types de contenus, certains étaient contextualisés, d'autres non. Par exemple, on avait un article du Parisien qui disait que Xavier Dupont de Ligonnès avait été arrêté en Écosse. Alors les gens, ils nous disaient « Ah oui, c'est vrai, ça je me souviens », et la plupart disaient « Oui, c'est vrai, c'était faux, ils se sont trompés », ils trouvaient tout un tas de justifications, finalement assez sympathiques pour les médias, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est de haine des médias, ils se disaient « Non mais ça arrive, c'est pas de leur faute », et tout, c'était vraiment assez plutôt sympa. On leur montrait également une photo totalement décontextualisée du président Macron aux Antilles, tenant deux sympathiques jeunes hommes par la taille et les hanches. Ils disaient tous « Non, ça c'est faux, c'est forcément faux, c'est pas possible, pas un président », et tout, donc c'était ça. Et on leur donnait un tweet de Jean-Marie Le Pen avec la pastille bleue. Et le tweet disait, dans cette période morose, c'était en 2020, en pleine Covid, en cette période morose, félicitations à l'équipe de France et notamment Benzema et Mbappé pour la victoire en Ligue des Nations. On demandait aux gens, est-ce que vous pensez que c'est un vrai tweet? Ah, les gens s'étaient embêtés, ça, vous connaissez un peu Twitter avec la pastille bleue, disaient, ouais, mais quand même, une pastille bleue, on peut se faire semblant. Mais pourquoi Le Pen, il féliciterait Mbappé et Benzema? Enfin, c'était un peu... Et bon, je le dis, c'était un vrai tweet, il avait vraiment tweeté, c'était un vrai tweet authentique et tout, il n'y a pas de doute. Mais on voit quand même que les éléments d'appréciation de la crédibilité, la pastille bleue, elle n'était pas forcément non plus toujours considérée comme telle, mais en tout cas, elle pouvait l'être chez certains acteurs. Mais aujourd'hui, effectivement, cette pastille bleue, elle a vraiment perdu son sens, elle est devenue un argument marketing, mais qui vous permet aussi d'avoir des avantages. Plus de tweets quotidiens, d'avoir un meilleur push dans l'algorithme. Donc, il y a aussi des avantages à avoir. Effectivement, c'est un acteur de désinformation. Vous avez tout intérêt à avoir cette pastille bleue pour bénéficier d'un meilleur ranking, en tout cas. Et dans la stratégie d'opposition, justement, ou en tout cas de correction ou de réaffirmation d'une vraie information, et on en parlait un petit peu en off juste avant de commencer l'émission, on voulait vous aborder avec vous la pseudo-loi de Brandolini qui dit que c'est toujours beaucoup plus compliqué de corriger une information fausse, ça prend beaucoup plus de temps que de dire une bêtise en fait. Et vous nous disiez que c'était pas vraiment l'enjeu de l'étude des informations. C'est-à-dire que si vous voulez engager une discussion sur le fond, si moi je vous dis on va déplacer la question sur ce qui pourrait être simplement une croyance ou une conviction qui n'a rien à voir avec le complotisme. Si je vous dis que, allez, moi je suis convaincu de l'existence d'entités, disons Dieu, pour la faire simple. Si vous rentrez sur le fond avec moi là-dessus, moi je vous dis je suis convaincu. Vous allez me dire maintenant je vais te prouver qu'il n'existe pas. Prouver l'existence de quelque chose qui n'existe pas, c'est compliqué. Donc vous allez avoir du mal. Et de fait, si je vous dis par exemple, moi je suis convaincu qu'il y avait des explosifs dans les tours du 11 septembre, je suis convaincu, je l'ai vu, j'ai vu la tour, j'ai vu les explosions. C'est-à-dire, mais non, regarde, il y a des trucs, il y a de la physique, il y a de la mécanique, il y a tout un tas de lois qu'il faut maîtriser, tout un tas aussi de vérifications horaires, etc. Donc effectivement, ça va vous prendre un temps fou. Si vous commencez à rentrer là-dedans, vous êtes pris effectivement dans une sorte d'asymétrie. Parce qu'on ne peut pas être spécialiste de tout domaine, parce qu'on ne peut pas être spécialiste de tous les champs, parce qu'il faut du temps pour démonter une affirmation. Oui, de ce point de vue-là, à mon avis, c'est pas le bon angle d'attaque. Sinon, vous y êtes encore jusqu'à bien après vous. Selon vous, est-ce que les médias qu'on cite traditionnels peuvent avoir une sorte de responsabilité dans le fait qu'on croit de moins en moins en eux, selon certains sondages? Alors déjà, on va interroger les sondages. C'est déjà un problème en soi. La technique sondagère est déjà extrêmement problématique en toi. Je vais pas développer ça, mais peut-être un peu quand même. Il y a deux choses. C'est-à-dire qu'on dit souvent que la désinformation, telle qu'on la connaît aujourd'hui, les fake news et théories du complot, sont apparus avec Internet. Il
faut déjà questionner ce point de vue-là. D'un point de vue dans une profondeur historique longue, je vais le faire très rapidement ici parce que je pourrais remonter au XIIe siècle où on trouve déjà des théorisations complètes du complotisme moderne dans des ouvrages d'élite, par des nécessités, des ouvrages écrits par des élites, pour les élites. Je parle du mythe templier, je parle par exemple aussi plus tard du mythe jésuite, on a des lettres anonymes de gens qui vont dénoncer les jésuites, donc déjà des lettrés au XVIIe siècle, donc pas tout le monde. Pas tout le monde. On a des descriptions du jésuite dans les manuels de physionomie sociale, discipline scientifique de l'époque, où on apprend à reconnaître le jésuite infiltré dans la société par ses traits, son nez, sa bouche, ses yeux. Donc vraiment des choses tout à fait élitaires. Et si on regarde, par exemple, si je parle plutôt en France, parce qu'aux États-Unis ça serait encore différent, mais si on se parle du cas de la France, finalement, on a un continuum conspirationniste extrêmement large, extrêmement massif, extrêmement partagé, extrêmement populaire, mais au sens où partagé par le plus grand nombre, des élites jusqu'au petit peuple, sur des stéréotypes, sur ce que Maurras s'appelait l'anti-France, c'est-à-dire les 4 États confédérés, les juifs, les francs-maçons, les protestants et les métèques. Et le point d'orgue de ça, c'est la transformation, dès le mois d'août de 1940, en politique publique. Le conspirationnisme devient des politiques publiques. Là, le statut des francs-maçons d'abord, les francs-maçons avant les juifs, puis ensuite les juifs au mois d'octobre, novembre de 1940. Et là, il y a une sorte de climax comme ça, où après la guerre, on ne peut plus dire que c'est juste des idées. C'est plus juste, je pense que les juifs dominent le monde, je pense que les juifs aiment l'argent, sont ceci, sont cela, bref, tout, enfin vous connaissez. Et il y a une sorte d'anomalie historique d'une 50aine d'années, où finalement tous ces discours ne vont pas cesser d'exister, mais ils vont être beaucoup moins dissibles, ils vont beaucoup être moins acceptables dans l'opinion publique. Ils vont exister dans des bouquins, dans des trucs, dans des librairies, des trucs qu'on se passe sous le manteau, des trucs un peu crapoteux, un peu des petits milieux, enfin bref. Et effectivement, après 2001, après le 11 septembre, il va y avoir, et surtout après 2006, après les enquêtes, il va y avoir un retour de ce conspirationnisme beaucoup plus visible. Alors, sur Internet, oui, mais si on fait un petit step back, on se rend compte que les grandes figures du complotisme actuel, ils viennent tous de la télévision des années 2000. Alain Soral, Dieudonné, Thierry Messant, Éric Zemmour aujourd'hui. Tout ça sont des figures médiatiques, Marc-Édouard Nab. Et on considérait ça un petit peu, de dire des trucs complotistes à la télé et tout, comme une sorte de déviance mondaine. Ouais, c'était rigolo, quoi. C'était les gens un peu bizarres, un peu machin. C'est comme vous aviez aussi un peu cet antisémitisme mondain qui pouvait exister à l'époque, des antisémitisme littéraire, etc. C'était assez toléré. C'est à partir du moment où, quelque part, c'est devenu quelque chose de masse, entre guillemets, quand bien même on est incapable de le quantifier, et qui est sans doute beaucoup moins important que ce qu'il était sous la Troisième République, et bien là, ça a commencé à poser problème, et notamment à partir de 2015, en France, en Belgique, après les attentats, où le conspirationnisme a été convoqué comme la variable explicative de tout. Tous ceux qui critiquaient, tous ceux qui étaient contre Charlie, tous ceux qui critiquaient ou qui posaient des questions, etc., étaient complotistes, avec comme point d'orgue la ministre Najat Vallaud-Belkacem en France à l'époque, qui dit « Un jeune sur 5 croit aux théories du complot ». Personne ne sait d'où vient ce chiffre, ni comment il a été mesuré. Et c'est là où c'est problématique, c'est que cette mesure du complotisme, elle est totalement artificielle. On fait des sondages qui sont totalement bizarres, avec des questions mal posées, des items de réponse qui sont totalement biaisés, avec des constructions en termes d'offres de réponses qui ne vont pas, des phénomènes qui n'ont rien à voir entre eux. Est-ce que vous consultez votre horoscope tous les jours? Est-ce que vous pensez que les extraterrestres envahissent la Terre? Enfin, des choses qui n'ont pas grand-chose à voir. Et on retrouve ça avec des aberrations comme 78% des Français sont complotistes en 2018. Enfin, là, on est vraiment dans le grand n'importe quoi. Je trouve ça très intéressant d'avoir regardé le complotisme sous un aspect historique. Je propose qu'on marche un peu en miroir et qu'on regarde un peu vers l'avenir. Comment est-ce que vous appréhendez l'évolution de certaines technologies comme l'intelligence artificielle par exemple dans l'analyse de l'information ou le flux de l'information? Alors la première chose à dire, c'est que depuis 2 ans, maintenant 1 an et demi, 2 ans, tout le monde fantasme sur l'intelligence artificielle. Il y a de tout, on raconte tout et n'importe quoi. L'intelligence artificielle, c'est pas nouveau. Les techniques, par exemple comme ChatGPT, la technique elle-même existe depuis les années 50. C'est pas quelque chose de nouveau, on a déjà ces trucs-là. Et si j'étais Qu'est-ce qui existait exactement dans les années 50 par rapport à... Ce qui existait dans les années 50, c'est la traduction naturelle du langage. Vous parlez à votre machine et elle va écrire, va vous inventer quelque chose. Ça existait déjà. Évidemment, c'était pas aussi grand public que maintenant, mais c'est une technologie qui est assez ancienne finalement, qui n'est pas si évoluée que ça. Ce qui est évolué, c'est son perfectionnement, c'est sa capacité aujourd'hui à être vraiment accessible à tout le monde, vraiment très très facilement. C'est ça qui est bien nouveau. Mais la base technologique en elle-même, elle est assez ancienne, comme la base d'apprentissage, par exemple, vers classification. Pardon, c'est un peu technique, mais non bayésienne, en apprentissage non profond. C'est quelque chose qui est assez ancien. C'est-à-dire en gros, vous faites des catégories oui, non, A, B, rouge, noir, enfin blanc, noir, etc. Donc ça, la catégorisation binaire, c'est assez ancien. Ce qui est en revanche nouveau aujourd'hui, et là c'est beaucoup plus compliqué, c'est les systèmes neuronaux d'apprentissage, comme le cerveau. Donc en fait, on n'entraîne plus les algorithmes à apprendre sur des bases de données,
on leur apprend à créer eux-mêmes leur base d'entraînement, pour le dire rapidement, et à développer de nouvelles compétences, de nouvelles capacités. Donc ça, c'est vraiment exponentiel. Donc oui, donc il y a plein de choses qui sont dites sur ces systèmes qui semblent un peu difficiles à comprendre parce que ça demande de la programmation pour l'instant, moins après. Mais surtout, ce qu'on voit pour l'instant, c'est un peu comme les deepfakes d'il y a 4-5 ans. Il y en a très peu. Il y en a très peu. Prenez le conflit actuel, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous avez vu passer comme grosse désinformation intelligence artificielle? Bah aucune en fait finalement. C'est soit des extraits de jeux vidéo, mais ça c'est pas nouveau, qui sont montés parce qu'ils sont super bien faits, soit des désinformations classiques, notamment bah voilà ces enfants en cage, vous avez dû voir ça, qui étaient dans une cage. Alors d'un côté c'est présenté comme des enfants palestiniens victimes d'Israël, de l'autre côté c'était présenté comme des enfants israéliens victimes du Hamas. Donc les deux ont récupéré la même image pour en donner l'explication qu'ils voulaient, mais pour l'instant très peu. Mais est-ce qu'il n'y en a pas de plus en plus quand même? C'est difficile à quantifier parce que ce qui se passe en revanche, c'est que quand tout le monde va jouer sur ChatGPT pour lui poser des questions ou à Midjourney, on travaille gratuitement pour l'algorithme. Vous, moi, travaillons pour l'algorithme. On lui apprend à se perfectionner. On travaille gratuitement pour les sociétés qui sont derrière, pour Bing, pour Microsoft, pour OpenAI, merci. Donc on travaille gratuitement pour eux. On perfectionne leur machine. Gratuitement. On leur explique que voilà, quand on leur parle de personnalité, ils vont cumuler des données, ces personnalités, les traits vont s'affiner. On va voir que bon, après il y a encore des choses qui marchent pas bien, ils sont pas très bons sur les détails corporels. Les doigts, les yeux, les mains, les perspectives aussi. Si je me mets comme ça à côté de vous, ils auront du mal à voir que notre bras ne sera pas le même. Donc il y a plein de choses encore qui sont pas corrigées. Ensuite, après, il y a aussi des méthodes qui sont mises en place pour détecter ce type de technologie. Ça marche pas très bien, clairement. Ce qui marche le mieux, c'est intégrer une signature ou un pictogramme à l'intérieur d'images. Les signatures en filigrane, ça c'est ce qui marche le mieux. Pour le reste, vous avez des logiciels pour le texte qui essaient de repérer des structures argumentatives qui sont celles de ChatGPT, etc. Mais on va pas se mentir, ça marche pas très bien. Pour l'instant, c'est pas un gros truc. On verra si ça le devient ou pas. Mais ce qui est certain, c'est que d'un point de vue, si on place d'un point de vue simplement peut-être théorique, ça renverse quelque part le paradigme de la confiance. C'est je vois une image, je vous lis un texte, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'a pas directement été généré par une intelligence artificielle derrière un humain? Et c'est un peu, peut-être pour terminer ou à vous laisser une autre question, ça a été un gros problème éthique qui s'est posé au Figaro. Le journal Le Figaro a illustré un article avec une photo générée par intelligence artificielle. Alors c'était indiqué, c'était une image par intelligence artificielle, donc il n'y avait pas de tromperie de ce point de vue-là de son lectorat, mais le fait d'aller générer une photo par intelligence artificielle pour illustrer un contenu journalistique, ça pose aussi des questions éthiques qui sont quand même, à mon avis, assez intéressantes. D'ailleurs, ils n'ont pas recommencé, ils sont excusés, etc. Est-ce que vous auriez une dernière question peut-être pour conclure? C'est peut-être une redite par rapport à ce qu'on a déjà évoqué, mais si on devait s'adresser directement à nos viewers, comment est-ce qu'on pourrait se prévaloir des fausses informations ou des informations de propagande ou quoi qu'est-ce qui vont circuler notamment avec le conflit israélo-palestinien qui a repris de plus belle en ce moment? En fait, c'est très difficile parce que précisément une fausse information qui fonctionne, il faut qu'elle ait l'air crédible. Si c'est totalement délirant, c'est totalement inepte, ça ne marchera pas. Il faut faire attention. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des petits, pas des tips, ce serait quand même exagéré de dire ça parce que ça n'existe pas. Se prémunir de la désinformation, on ne peut pas, entre guillemets, se vacciner, même si certains psychologues essayent de nous le dire, ça ne marche pas. On ne peut pas se vacciner contre la désinformation. Ça, c'est impossible. En revanche, on peut essayer de se méfier de soi en disant, lorsque c'est des contenus à forte charge émotionnelle, lorsque c'est des trucs extrêmement grandiloquents, quand c'est des trucs qui sont sur une rhétorique de la catastrophe, de l'urgence, de l'imminence, quand c'est des choses un petit peu comme ça qui semblent aussi tellement évidentes pour nous qu'on a tout de suite envie de pusher, de retweeter ou de re-xer, je ne sais pas comment on dit maintenant, ou de relayer en tout cas, de relayer tout simplement, de relayer, repartager, eh ben, on essaie de faire un peu attention. Alors comment on fait ensuite? Eh ben, on essaye, ce que je veux dire n'est pas extrêmement nouveau ni révolutionnaire, mais on essaie de vérifier si différents types de médias, alors quand on dit différents types de médias, c'est différents supports, journaux, papier, Internet, télévision, si d'autres médias du même type en parlent, etc. Et voir aussi, essayer quand même d'identifier un peu, et c'est pas toujours facile, les circuits de circulation de cette information. D'où est-ce qu'elle vient? Où est-ce qu'elle a été produite? Alors aujourd'hui, on a des logiciels assez faciles qui peuvent aider, notamment pour rechercher des origines des photos. On a Google Images inversée, recherche inversée pour le plus basique, hein, vraiment. D'autres logiciels comme InVid ou eVerify, des choses comme ça qui sont un peu plus ces petites extensions installées dans votre navigateur. Vous pouvez aussi voilà, des sites un peu plus spécialisés comme Photo Forensique pour voir s'il y a des traces de montage, etc. Mais là, bon, ça demande peut-être un tout petit peu plus de technique, encore que. Et puis voilà, vous avez aussi des logiciels qui peuvent, un peu plus poussés, qui peuvent vous aider à retrouver
l'origine de certaines désinformations, puisqu'elles ne circulent pas, peut-être finir là-dessus, de façon anarchique. Il y a des circuits de circulation qui sont assez identifiés. Elles vont d'un réseau social à un autre et pas forcément dans l'autre sens, etc. Et c'est là aussi où a été le gros souci, pour terminer, pendant la période Covid, c'est que l'essentiel de la désinformation a circulé sur Twitter et l'essentiel des articles, ou en tout cas des papiers de débunkage, était sur Meta, enfin Facebook à l'époque. Donc ces deux objets ne se rencontraient pas. Et là aussi, on a un autre problème. Donc essayez de faire attention, de voir un petit peu, d'appliquer un peu les 2-3 petits conseils que j'essaie de donner, si c'est un peu pas trop immodeste de dire ça. Merci beaucoup, Julien Giry, Je vous d'avoir en prie. répondu Merci à beaucoup. nos questions sur ce sujet qui nous semblait très important en ce moment et qui nous tenait à cœur pour cette première émission. Merci On à se vous. retrouve Merci beaucoup. juste après. Ouais, merci. Et on salue Présigios qui est arrivé pendant l'invité. Salut. On se retrouve pour la chronique de Naët qui va nous parler des élections en Argentine. Salut tout le monde et c'est un plaisir de revenir en saison 2 avec toutes ces belles personnes. Je suis vraiment ravie et je ne peux pas le cacher. Hein. Voilà, c'est une super belle émission. Plaisir partagé. Merci. Et donc, je ne vais pas encore non plus cacher que ce n'était pas mon sujet. Et que je l'ai piqué. Non, il me l'a accordé comme ça, après l'avoir préparé. Merci beaucoup, Augu. Alors, il s'agit des élections présidentielles du 22 octobre en Argentine. Oui, l'Argentine va avoir ses élections présidentielles bientôt, sauf qu'il y a quelque chose un peu différent dans l'actualité et dont tout le monde parle. Quand je dis tout le monde, je voudrais dire la presse, les médias, etc. Alors, on va revenir un peu au vote primaire. Alors, il y a eu les votes primaires le 13 août en Argentine où le vote est obligatoire. Alors, 70% de participation. Alors, il y a eu les deux personnes qui étaient les plus gagnants, et je vais citer les pourcentages, bien entendu. Juste petite question, quand on parle d'élections primaires, c'est par parti? Non, les élections primaires en Argentine, c'est pour définir qui sera candidat à la présidentielle. C'est une sorte de premier tri parmi tous les candidats potentiels. Un premier tour, quoi. Ouais. C'est une sorte de premier tour avant le premier tour, en fait. Ok, ça va, merci. Cool. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Alors, le favori, ça va être... maintenant, tu vas me corriger. Javier. Je ne suis pas du tout hispanophone, on va demander à Aline, qui se connaît beaucoup mieux que moi en langue hispanique. On peut l'appeler Xavier. Hein, si vous voulez. Non, mais Javier. Parce que c'est écrit avec un J, alors. Oui, voilà. On va pas faire des cours de langue maintenant. Voilà. Donc, il arrive en tête avec 30,5% des votes. Hein. Et après lui, Madame Patricia Bullrich, qui vient après encore avec un certain pourcentage qui est pas mal du tout, qui est 28%. Sauf que c'est une surprise parce qu'il s'agit de l'extrême droite cette fois-là. C'est un peu bizarre, étrange quand même en Argentine que cette extrême droite émerge. Représentée par Madame... Par Non, monsieur l'extrême droite c'est Javier Milei et Ouais. Patricia Bullrich c'est la droite dure, Ça va. conservatrice, catholique. Voilà, alors le néolibéralisme autoritaire, il y a plein de mots, de gros. On va y arriver. J'arrive avec beaucoup de mots et je me dis, allez, voilà. Alors, on se demande qui est cette personne-là et comment ça se fait qu'il est arrivé là. Alors, pour parler un peu de cette personne-là, nous pouvons dire alors que c'est un économiste de formation. Il est député depuis 2001. Il est jeune, il est né en 1970. Alors, il est décrit comme hors système, un homme politique d'extrême droite, populiste, parti libertarien, l'ultralibéral. La presse lui donne souvent cette nomination et il est le préféré aussi à la télé. Bon, cette personne-là, qu'est-ce qu'il voudrait faire? Parce que c'est ça auquel il aspire. C'est quoi son programme, quoi? Son programme, son programme, c'est rejet des vieilles recettes. Il en a ras-le-bol de tout ça. Alors, Javier Milei, comme je viens de dire, est un économiste, député, jeune, etc.
Mais effectivement, il vient avec un discours un peu fort, parce que selon l'histoire de ce pays que j'ai lu, donc après le péronisme, alors le péronisme c'est quoi quand même? C'est un mouvement national justicialiste, mouvement de masse argentin fondé au milieu des années 1940 autour de la figure de Juan Perón, devenu ensuite acteur politique majeur en Argentine, et c'est fondé autour de la justice sociale. Alors là, avec Monsieur Milei, il y a là on va vers l'extrême droite, ce qui est un peu bizarre, différent des années précédentes, surtout dans cette région de l'Amérique du Sud. Voilà, alors il parle de vieilles recettes, comme je viens de dire. Il s'indigne, alors il parle avec la société, il s'adresse à eux, il fait des promesses, fermer la banque centrale, dollariser l'économie, etc., etc. Et on voit bien, suite à ces élections primaires, que on l'entend bien quand même. Alors pourquoi, qui l'entend, comment, qu'est-ce qui se passe effectivement en Argentine? Alors l'Argentine, c'est un pays qui a une dette extérieure, qui a une dette de 40 milliards d'euros environ. Alors l'inflation aboutit maintenant à 116%. Elle a une valeur vraiment, la monnaie, le pesos, qui n'a presque plus de valeur. C'est combien presque maintenant? Alors, les derniers chiffres sur le marché du taux de change, c'est 1 dollar égale 350 pesos. Ouais. Et juste une toute petite précision, c'est que en Argentine, à cause de cette inflation qui est un problème chronique là-bas, le marché noir s'est extrêmement développé, l'économie souterraine s'est extrêmement développée. Et au marché noir, par contre, 1 dollar vaut le double, c'est-à-dire 700 pesos argentins, ce qui vous montre aussi à quel point c'est dur de mener une politique monétaire efficace, puisque on n'a pas de contrôle sur cette monnaie au marché noir. On n'a pas de contrôle non plus sur les chiffres quant au chômage, parce qu'on parle de 7%, 10%, etc. Cependant, il y a plein de personnes qui travaillent dans le noir et ces chiffres ne sont pas vraiment représentatifs. Ouais. Alors la pauvreté c'est 40% environ, ça veut dire 4 sur 10 personnes sont dans un état pauvre. Alors, la crise économique, on voit bien, c'est une crise vraiment grave, gravissime. Et si on regarde un peu ce qui s'est passé durant les 20 années précédentes, nous remarquons que ça se dégringolait au fur et à mesure et qu'il y avait pas mal d'éléments de présidents qui ont fui avec l'argent à un certain moment donné en hélicoptère, oui, ça c'est une vérité, etc. Donc tout annonçait à un certain moment cette crise, mais pourquoi cette personne-là vient être applaudie par une catégorie quand même des gens? Le peuple est en colère. D'abord, il y a une déception. Alors, après 20 ans de force politique, du péronisme, etc., le peuple n'a pas pu, à un certain moment, vivre décemment comme on le lui a promis, quand même. Alors, la perte de confiance dans les partis traditionnels fait de sorte que les gens manifestent cette colère et en plus, c'est les jeunes qui sont séduits par cette personne-là, par son discours. Il parle sans filtre sur les réseaux sociaux. Il dit ce qui lui vient dans la tête. Il est extrêmement vulgaire. C'est une de ses traits caractéristiques. Voilà. Alors, dans le Salon de Livre en mai 2022, il a dit, et je cite, « Dans mon gouvernement, il n'y aura pas de marxisme culturel et le ministère de la femme, je l'éliminerai. Je ne m'excuserai pas d'avoir un pénis. Je n'ai pas à avoir honte d'être un homme blanc, blond, aux yeux bleu clair. » Déjà, ça c'est un échantillon, rien que, voilà. Oui. Mais il dit pas mal de trucs. C'est ça, il traverse le plateau télé, même les débats présidentiels à base de connards, crevures, ce genre de sympathie pour ses opposants. Il qualifie les opposants de gauche, peu importe la cause de vermine et c'était quoi? Des nuisibles. Ouais, c'est ça. La gauche, pour lui, les militants de gauche sont des nuisibles. Il a un vocabulaire très cru, une iconographie, on le voit souvent en manifestation brandir une tronçonneuse, puisque son truc de rebelle, c'est effectivement
de passer à la tronçonneuse l'État argentin tel qu'il est maintenant. C'est une figure qui rappelle aussi beaucoup les excès verbaux de Donald Trump, de Bolsonaro, qui s'inscrit dans cette droite libertarienne-là. Oui. Donc avec une com super agressive. Quoi. Oui, C'est ça. super agressif, sans filtre. Très viriliste, très Très masculiniste. viriliste et voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a plein de personnes, des économistes comme des spécialistes qui prévoient un peu, on dit que il va avoir peut-être 33 à 35% des votes. C'est des spéculations, mais peut-être on va voir quelqu'un qui arrive peut-être à un certain moment selon ce qui se passe, surtout avec la crise économique, avec les promesses. Alors, c'est vraiment dangereux, selon les activistes, selon pas mal d'organisations humanitaires, parce que c'est une menace pour les droits des femmes, d'abord, les LGBT, l'éducation sexuelle, etc. Et il a dit être pour supprimer certaines lois. Vous savez, on travaille beaucoup au cours des décennies pour aboutir à une loi qui est une justice pour pas mal de personnes de la société, comme par exemple le droit à l'avortement. Il a dit à TV5 Monde, par exemple, je cite, « L'avortement est un meurtre aggravé où il y a une énorme disparité de force parce qu'une personne abuse de l'autre, par exemple. Il nie les violences sexistes, l'existence de féminicides. Alors, le phénomène même de changement climatique, il pense que ça n'existe même pas. Alors, avec tout ça, en regardant ça un peu de loin, on voit bien que c'est une personne qui est prête à tout sacrifier pour arriver, pour que la droite, ton jeu que tu aimes beaucoup, droite et gauche, ça va? En fait, en plus de vouloir supprimer des lois, ce qu'il veut vraiment faire, c'est dans sa lignée politique, c'est un anarcho-capitaliste. Donc un anarchiste de droite, un libertarien comme Trump pouvait l'être, c'est-à-dire pas d'État. En plus de supprimer des lois, son projet à lui, il a vu dans une vidéo, il avait affiché tous les noms des ministères argentins et il les a déballés au fur et à mesure. En fait, les seules choses qui restent, ce sont l'armée, la sécurité, l'économie. Donc il y a 3 ministères qui restent, les fonctions qu'on a dit abusivement régaliennes, mais effectivement tout ce qui est environnement, tout ce qui est solidarité travail, tout ce qui est éducation, etc. Il pense que l'individu se forge lui-même, c'est sa marque de fabrique. Il a nommé ses chiens comme ses économistes préférés, donc des Milton Friedman, l'école de Chicago pour ceux à qui ça parle, ceux qui ont réformé toute la pensée économique américaine au moins des années 80 sur l'extrême libéralisme, l'individu roi et le retrait de l'État de la vie de ces personnes. Et ce qu'on a d'expliquer très bien, c'est que c'est un phénomène qui est assez nouveau en Argentine depuis la dictature qui était entre 76 et 81, pardon. L'Argentine qui est un laboratoire puissant des mobilisations de gauche pour l'environnement, pour le droit des femmes, pour les personnes LGBT, se retrouve avec une jeunesse qui est attiré par ce personnage-là, par son rejet du système, qui est dégoûté du péronisme. Le péronisme, Ned, pareil, vous l'avez expliqué, c'est un concept très très flou, mais en gros, c'est cette idée d'État-providence qui a jamais en Argentine, et ce refus de la classe politique. Ned, vous avez aussi donné l'exemple du président qui partait en hélicoptère après des accusations de corruption. Voilà, en fait, c'est un rejet massif des élites politiques, et on peut identifier aussi une part très forte de la gauche dans cette responsabilité, puisque au fur et à mesure des années et des décennies, la gauche a noyé son message, a perdu, s'est rapproché du centre et de la droite, et une responsabilité de la droite aussi, la droite qui avant était beaucoup plus rapprochée du centre, qui maintenant lui fait les appels du pied. La candidate de la droite, Madame Burrich, l'a félicité et a dit qu'il a porté un nouveau message qui participait comme n'importe qui dans le débat public, alors qu'on parle quand même de l'extrême droite, et l'ancien président de droite dans les années 80, qui s'appelle, excusez-moi, j'ai perdu son prénom, c'est Monsieur Macri, qui l'a félicité aussi, et Javier Milei, le candidat d'extrême droite, lui fait des appels du pied pour qu'il participe à son gouvernement. Oui, parce que Macri est un homme d'affaires, il encourage la libre-échange, etc. Mais je me permets un peu de rebondir sur ce que tu viens de dire quant à la jeunesse et tout. Au fait, on parle de plusieurs facteurs qui ont
abouti à ce qu'on soit dans cette situation. À savoir, hein, on sait bien que le pays est un des plus gros pays exportateurs de soja, de maïs et de bœuf. Donc, ce n'est pas un pays qui ne produit pas, si vous voulez. Cependant, avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, et il y a eu des saisons de sécheresse. Donc, à un certain moment, ça ne rapportait plus rien. Les gens ne trouvaient pas, si vous voulez, de quoi manger, de quoi vivre avec cette pauvreté qui s'accroît, avec des promesses. Et comme vous savez, le chômage qui augmente de plus en plus, bien qu'ils n'en parlent pas. Et ce qu'on voulait vous montrer, c'est que on ne va pas s'amuser à faire de la politique prospective en se disant il ne gagnera pas les élections. Il y a beaucoup de cas dans l'histoire récente qui nous ont montré que la plupart des sondages pouvaient largement se tromper. Ce qui était intéressant de voir, c'est que Javier Milei, avec le paysage argentin fracturé comme il est, a réussi à importer un nouveau discours, et que peu importe en fait le résultat des élections de dimanche, il a réussi à transformer fondamentalement la politique argentine, en ramenant la gauche vers la droite, en ramenant la droite à l'extrême droite, en allant chercher la jeunesse, en faisant infuser des idées d'extrême droite qu'on n'avait plus vues en Argentine depuis la dictature. C'est-à-dire qu'au-delà de son score personnel, puisque lui c'est un seul homme, il ne peut pas tout faire, mais il a réussi avec ses alliés à apporter un nouveau discours dans le paysage médiatique argentin. Là où il se différencie d'un Bolsonaro, c'est que pour l'instant il n'a pas énormément de soutien, que ce soit économique, financier, politique, etc. Son capital est assez faible, mais cette première élection semble être que la première pierre à un édifice beaucoup plus important qui malheureusement est amené à se développer en Argentine. Et ces élections, elles auront donc lieu dimanche. Le 22, ouais. Merci beaucoup. On aura le résultat de lundi matin. Merci à vous deux pour cette chronique à double voix et pour nous faire un focus sur ce pays dont on parle en fait assez peu en ce moment parce qu'il y a d'autres raisons. Il y a énormément de raisons et c'est une région qui est extrêmement intéressante au niveau politique. Il y a énormément de choses qui s'y passent. Merci, on se retrouve juste après pour la dernière chronique de Jonas. Et on se retrouve pour la dernière chronique. Hello. Comme vous l'avez vu sur le carton, qui est un sujet complexe, tendu, qui est la guerre entre Israël et le Hamas qui a lieu en ce moment. Mais nous n'allons pas parler de cette guerre-là. On a choisi de vous faire un récap historique en fait du conflit israélo-palestinien pour essayer de donner des clés de compréhension au conflit qui a lieu actuellement. On pensait que c'était la meilleure manière pour nous de traiter ce conflit. Et petit disclaimer, on sera absolument intransigeant sur les commentaires. Ban dès que quelque chose dépasse les limites. Oui, donc c'est le moment où j'interviens. Rebonjour à toutes et à tous. J'espère que l'émission vous plaît, même si on a eu quelques petits soucis techniques d'ordre tapage nocturne. En tout cas, si ça n'a pas été assez dit, évidemment, c'est un plaisir d'être de retour pour cette nouvelle saison. Pour clôturer cette émission, donc, quand tu l'as dit, on va aborder un sujet qui est difficile. Vous n'avez pas pu passer à côté des événements qui ont actuellement lieu à Gaza, et nous non plus de fait. Donc ce qu'on va vous proposer ce soir, comme Margot l'a dit, ce n'est pas de commenter ce qui se passe actuellement et depuis plusieurs jours, c'est plutôt, parce que c'est quelque chose qui est trop tendu pour l'aborder en live, mais c'est plutôt de faire un récapitulatif historique du conflit israélo-palestinien. Parce que le 7 octobre dernier, donc date de l'attaque du Hamas, en réalité ce n'était pas le début de la violence, c'est une triste date supplémentaire dans une histoire qui remonte à bien plus longtemps. Alors disclaimer supplémentaire, ce ne sera sûrement pas exhaustif, on pourra accorder je pense facilement 3 heures à ce sujet, mais l'idée, c'est de donner un peu de contexte autour de ce qui se passe aujourd'hui. On pourrait arbitrairement commencer en 1948, année de la création de l'État d'Israël, mais ce serait ignorer tout un pan de l'histoire qu'il est nécessaire de prendre en compte, parce que jusqu'en 1917, par exemple, la région est sous l'autorité de l'Empire ottoman. Les communautés arabes à majorité musulmane et les juifs cohabitent sans vrai sentiment nationaliste, mais au même moment, il y a 2 phénomènes de fond qu'il est nécessaire de citer parce qu'ils changent la donne, c'est le sionisme et l'antisémitisme. Le premier, c'est un mouvement politique d'autodétermination du peuple juif au penchant nationaliste, et le second, vous le connaissez, c'est globalement la haine du peuple juif, et c'est une haine qui remonte à des siècles, bien évidemment, mais qui s'intensifie au début du XXe siècle. L'un et l'autre vont pousser de nombreux juifs à se diriger vers la Palestine qui est la terre sacrée des textes juifs, car ce retour en Palestine est un pilier du sionisme et provoque évidemment quelques tensions avec les populations arabes actuellement installées sur place, à savoir donc majoritairement des musulmans.
On arrive, je vais essayer de reprendre ma respiration entre chaque paragraphe, c'est un peu compliqué. On arrive en 1917, c'est l'année de la déclaration Balfour, avec un très bon accent français, du nom d'Arthur Balfour, secrétaire d'État aux affaires étrangères britanniques. En fait, cette déclaration, c'est une lettre ouverte qui affirme le soutien de la Grande-Bretagne et indirectement celui des Alliés. Oui, celui. Pardon, non, tout va bien. Je suis juste fatiguée. Et indirectement celui des Alliés, parce qu'on est dans un contexte de Première Guerre mondiale, à la création d'un, je cite, foyer national juif en Palestine. C'est une déclaration qui s'ancre donc dans le mouvement sioniste qu'on a vu, qu'on a évoqué tout de suite, enfin il y a 5 minutes, et qui vise en partie à renforcer les liens entre les Alliés et la communauté juive. En Palestine, les réactions sont plutôt mitigées. Certains estiment dans un premier temps que l'arrivée d'une main-d'œuvre juive peut être bénéfique au développement de la région, mais d'autres, et particulièrement du côté nationaliste, affirment immédiatement que céder notamment Jérusalem au peuple juif est absolument impensable. La Grande-Bretagne, qui était donc à l'origine de la déclaration du Balfour, récupère un mandat sur la Palestine en 1920. Par conséquent, et suite à cette déclaration du Balfour, le nombre de personnes juives en Palestine passera d'environ 70 000 en 1920 à 650 000 en 1948. Il faut rappeler que la Seconde Guerre mondiale passe aussi par là, la SHOAH aussi, parce que je ne peux pas dire ça sur Twitch. Donc la population juive en Palestine explose. Il y a des premières tensions qui sont observées entre les juifs et les arabes, qui sont donc musulmans et chrétiens, et qui iront crescendo jusque dans les années 40. Tout ça nous mène progressivement à 1947. La toute récente ONU, qui a été créée je pense de mémoire 2 ans plus tôt, voit que les tensions ne diminuent pas et propose donc une séparation du territoire afin de créer un État juif et un État arabe. Je te préviens Maxence qu'on va bientôt envoyer ma carte. C'est la solution à 2 États. Et justement, on peut envoyer mon média. Comme vous allez le voir sur la carte qui va apparaître, il y a Jérusalem qui bénéficie d'un statut à part et qui sera géré par l'ONU, parce que vous le savez sûrement, il s'agit de la ville sainte des Écritures. Il fallait donc assurer son accès aux différents peuples, et cette répartition n'a pas plu aux dirigeants arabes, parce que, comme vous pouvez le voir sur la carte, la séparation accorde un peu plus de 40% du territoire à l'État arabe, en jaune, donc voilà, et 55% à l'État juif, le reste correspondant à Jérusalem. Le problème étant qu'à l'époque, la population arabe est 2 fois supérieure à la population juive. Ils sont de l'ordre d'1 200 000 si je ne me trompe pas, mais enfin ça, on peut vérifier assez rapidement. Il y avait donc chez les Arabes une peur de perdre leurs terres et un grand sentiment d'injustice. Évidemment ça ne rate pas, il y a des violents affrontements qui éclatent et qui font de nombreuses victimes. L'année suivante marque un tournant dans ce conflit, parce que 1948 c'est l'année de l'indépendance d'Israël. Elle a lieu le tout dernier jour du mandat britannique, donc qui avait débuté en 1920, voilà. C'est au moment où la Grande-Bretagne est en train de retirer ses troupes, et dès le lendemain, il y a une coalition de pays arabes voisins qui tentent d'envahir la Palestine, mais bon, ils sont assez mal organisés, et ils finissent par perdre cette guerre. On peut donc envoyer ma deuxième carte. À l'issue de cette guerre, Israël signe un cessez-le-feu et s'octroie 78% du territoire de l'ancienne Palestine mandataire, soit 23% de plus de ce qui avait été prévu dans le plan de répartition de 1947. Finalement, les seuls territoires qu'ils ne possèdent pas et qui sont un peu plus sombres, enfin un peu plus foncés que les autres, c'est la bande de Gaza qui est sous contrôle égyptien et la Cisjordanie sous contrôle jordanien. Peut-être préciser, bande de Gaza, c'est la petite partie au sud, voilà. Et qui est côtière, qui est un peu à l'ouest, là, qui est proche de l'Égypte, et l'autre territoire qui est plus sombre, est évidemment celui qui appartient qui est géré par la Jordanie. À cette période-là, il y a plus de 700 000 Palestiniens qui sont désormais apatrides, qui fuient leurs terres pour se réfugier dans les pays voisins lors d'un exode qui portera le nom de Nakba, catastrophe en arabe. Les années passent, marquées par des tensions issues de la frustration de la première guerre israélo-arabe de 1948. Il y a la crise de Suez en 1956, que je n'ai pas le temps d'évoquer, puis la guerre de 6 jours en 1967. Face à l'imminence, donc on va parler de la guerre des 6 jours, face à l'imminence d'une attaque arabe et au bombardement syrien, Israël lance une offensive éclair et en l'espace de donc 6 jours seulement, d'où le nom de la guerre, conquiert de nombreux territoires comme la totalité de Jérusalem, ils en possédaient seulement la moitié jusqu'à présent, dont ils feront la capitale, la bande de Gaza, la Cisjordanie, le Sinaï, etc. Ça change beaucoup de choses pour les Palestiniens, qui passent donc sous domination israélienne et qui voient des colonies israéliennes s'installer sur leurs terres. Je passe sur la guerre du Kippour. En résumé, la Syrie et l'Égypte attaquent Israël et parviennent à obtenir, pendant des négociations entre 1974 et 1978, la libération progressive, j'ai fait des phrases un peu trop longues, je suis désolé, la libération progressive de plusieurs territoires occupés par Israël. Il faut par contre souligner qu'il y a de nombreux soulèvements palestiniens qui auront lieu à l'avenir, dont un en 1987, qui sera la première Intifada. Intifada, ça veut littéralement dire soulèvement en arabe.
même si c'est certainement pas prononcé comme ça. Cette intifada, c'est correct, merci Naël, ça me rassure. Cette intifada durera 6 ans, fera des milliers de morts et attirera l'attention médiatique mondiale sur les enjeux du conflit israélo-palestinien, et elle aboutira aux accords d'Oslo en 1993. Les accords d'Oslo, c'est un vrai tournant dans l'histoire israélo-palestinienne. Les accords d'Oslo ont en fait pour objectif d'arriver à une forme de réconciliation. Ils sont signés par Yasser Arafat, chef de l'Organisation de la libération de la Palestine, et Yitzhak Rabin, premier ministre israélien. Ces accords, ils prévoient la création d'un État israélien pour 1998, donc 5 ans plus tard, et laissent entrevoir une paix qui serait durable et où on espère que le vivre ensemble serait possible. Seulement voilà, on ne saura pas vraiment si cette solution aurait pu marcher, parce que le premier ministre israélien, je retrouve son nom, Yitzhak Rabin, est assassiné 2 ans plus tard par un extrémiste juif. De l'autre côté de la frontière, les tensions se font également sentir, puisque le Hamas, qui est un groupe palestinien politique et armé, il y a 2 groupes différents, voit ces accords comme une trahison. La question du contrôle de Jérusalem est évidemment déterminante, on l'a évoqué tout à l'heure, et la délimitation des frontières est hypersensible, la paix semble donc s'éloigner. Et de fait, en 2000, donc 7 ans après les accords d'Oslo, la venue d'un membre... Oh oui, tu peux virer la carte, désolé, effectivement je ne l'ai pas dit. Et de fait, en 2000, la venue d'un membre d'un parti de droite israélien sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem est vue comme une provocation par le peuple palestinien. Voilà qui sonne donc le glas des négociations et pour l'autodétermination palestinienne, et le début d'une nouvelle intifada qui durera plusieurs années. La situation politique de la Palestine, elle va à nouveau s'aggraver quand Yasser Arafat va malheureusement décéder en 2004. Et l'an suivant, en 2005, Israël se désengage de la bande de Gaza et retire ses colonies de ce territoire. De nombreuses personnes juives sont contraintes de quitter Gaza, et ce retrait s'accompagnera d'un blocus israélien sur la bande de Gaza, faisant chuter les conditions de vie sur place, qui étaient déjà pas évidentes. En 2006, un an après ce retrait, le Hamas prend le pouvoir à Gaza, dans un contexte de grande violence, et la suite, on la connaît malheureusement assez bien. Les conditions de vie des Gazaouis ne se sont pas grandement améliorées, et les conflits ont toujours lieu à intervalles réguliers, bien que le 7 octobre dernier marque une vraie rupture dans l'évolution du conflit. Donc voilà, je l'ai dit, c'est absolument impossible de faire tenir l'histoire de ce conflit dans une chronique de 15 minutes. J'espère l'avoir fait de la manière la plus factuelle possible. Moi, je vous encourage grandement à vous renseigner auprès de plusieurs médias et à prendre du recul, notamment pour comprendre quelques notions clés autour des polémiques qu'on a pu voir. Parce que, comme on l'a dit avec Julien Giry, les informations dans ce genre de contexte sont toujours un peu compliquées à analyser. Et en tout cas, on pense évidemment à toutes les familles qui sont endeuillées depuis beaucoup trop longtemps par ce conflit. On est au cœur avec elles, bien sûr. Merci beaucoup Jonas pour ce gros récapitulatif historique. Et on répète, c'est super important, multipliez vos sources. Voilà, on ne répétera jamais assez. Il y a de nombreux articles qui ont aidé à faire ce récap. Je pense à quelques dossiers, notamment de Mediapart, qui sont très très bien agencés. Donc je vais essayer de retrouver le nom. Mediapart a aussi fait un super article sur l'importance de poser les mots justes sur les bons événements, sur qu'est-ce que c'est un crime contre l'humanité, qu'est-ce que c'est un crime de guerre, qu'est-ce que c'est du terrorisme, etc. C'est important parce qu'il y a souvent une affaire de mots dans tout ça. Je pense il y a souvent une affaire de mots dans tout ça. Donc je vais pas aller plus loin. Il y a Vincent qui t'a remercié pour ce récap et qui dit que c'est quand même important d'avoir ces clés pour comprendre ce qui se passe. Voilà, mais continuez à lire, continuez à vous y intéresser, parce qu'évidemment j'ai pas pu tout dire, il y a beaucoup trop d'événements, de conflits, c'est quelque chose qui est trop lourd à analyser comme ça. Mais voilà, j'espère avoir fait du mieux que je peux. Oui. Voilà pour nous, pour cette première émission. On espère qu'elle vous aura plu. Un grand merci à vous, et aussi qui êtes resté après l'alarme stridente. Eh bien, on va vous dire au revoir. Et tu fais ce que tu veux, Maxence. Allez, on attend Maxence. Ça fait partie du job, bravo. Merci Vincent Fariol, ça fait plaisir. Maxence, viens. Maxence. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine émission. Exactement. On a hâte de vous retrouver, on a hâte de passer l'année avec vous aussi, à vivre un peu cette année très très chargée en actu, on le sait déjà. On a beaucoup de sujets à aborder. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup pour tous vos messages, ça fait vraiment chaud au cœur. Ça fait plaisir. Vincent Farler Live, Sylvie, ça fait vraiment plaisir de vous revoir aussi. C'est ça, ça fait plaisir d'être à nouveau ici, d'être à nouveau tous ensemble, d'être à nouveau avec vous. Merci à toutes et à tous, c'est trop chouette. Ouais.
Et comme dit Auguste, suivez-nous sur nos réseaux. On va essayer d'être plus réactifs pour poster la suite sur YouTube, sur les réseaux, etc. Et on se retrouve dans 15 jours sans faute. Et n'oubliez pas, on fait des quiz aussi. Jouez à nos quiz. Je vais sur Twitch que pour vous. Oh. C'est gentil, c'est gentil. Ça, Mais c'est intéresse-toi aux autres aussi, il y a plein de gens qui font de l'excellent contenu sur Twitch. Allez, à bientôt. Ciao. Bisous, Ciao tout le bisous, monde, alors, à deux la semaines. prochaine.